Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman, psychologue et économiste. Mais moi, je connaissais juste ce gars comme le gars qui étudie les biais cognitifs. Et en fait, c'est le livre le plus connu traitant des biais cognitifs. Et je pense que tu connais, Georges, non? C'est hyper Ouais, connu. ouais. Du coup, ouais, tu connais le principe ou tu connais juste le bouquin Enfin, de toute façon, je crois Non, qu'on en a parlé plein de fois en plus. ouais, non, j'ai lu le bouquin et j'ai trouvé ça vachement bien. Ah, tu l'as lu? Et ouais, Hmm. mais il y a pas mal de temps et j'avais trouvé que c'était vachement intéressant et que c'était une lecture quand même assez ardue quoi. Genre toutes les pages, t'es là, ah, c'est assez intelligent. Enfin, je trouve que c'était à la fois intéressant, mais que c'était pas non plus, c'était une lecture intellectuellement difficile, quoi. Il y Ouais, avait des fois, pardon, il y avait des fois où je devais relire, etc. Ok, ok. Ouais, je sais pas. Moi j'étais un peu hyper réticent à le lire au début. Je me suis dit, putain, ça a l'air relou. Je sais pas pourquoi je m'étais dit ça. Et en fait, ouais, comme toi, j'ai trouvé ça trop bien, en fait. Mais je sais pas, ça avait l'air relou au début. Je me suis dit, il va faire des biais cognitifs à chaque page. Et en fait, c'est quand même assez sympa, en fait. Ouais, et puis ce qui est sympa aussi, je trouve, c'est la, c'est la manière dont, toutes les expériences pour établir la présence de biais cognitifs ou pas. Ouais, Enfin, c'est de ça. biais divers et variés, quoi. Et je trouve, genre, il y a à la fois la découverte d'un biais qui est intéressante, et moi, ce que j'ai trouvé d'autant plus intéressant, c'est comment, en fait, tu vérifies qu'il y a un biais, tu vois. Et Ah ouais. toutes les expériences qu'ils mettent en place, à chaque fois, je trouve ça vachement smart. Ouais, oui, c'est vrai qu'on va faire beaucoup ça dans l'épisode. C'est-à-dire qu'il te dit pas juste ça, c'est un biais. À chaque fois, il te donne l'expérience associée. Et donc, en fait, c'est hyper sympa, en fait. C'est Ouais, ça qui est cool. et même, genre, tu vois, parfois, tu peux, toi, faire l'exercice, tu lis un biais cognitif, genre, je sais pas, par exemple, le fait Ouais, que je voulais te faire jouer, justement. Ah oui, ouais, c'est ça, et tu dis, genre, comment tu testerais ça? Et en fait, c'est hyper dur, genre, c'est vrai, comment je teste ça, tu vois, genre. Hmm. Ça a l'air marrant comme métier, ouais. Donc dans le bouquin, en fait, c'est pseudo-découpé en trois parties. C'est-à-dire qu'au début, il essaie de te faire comprendre ce que c'est que système 1, système 2, parce que là, on en parle depuis tout à l'heure, mais en fait, on n'a toujours pas dit ce que c'était. Euh, donc ça, c'est, on va dire, une première partie. Et en fait, il y a une deuxième partie qui va nous faire comprendre pourquoi Daniel Kahneman, en fait, il a eu un prix Nobel d'économie. Parce que comme ça, en fait, c'est pas évident. Pour moi, c'était pas évident. Pourquoi est-ce que le gars, il aurait un prix Nobel d'économie si juste il fait des biais cognitifs? Et en fait, c'est parce que dans l'économie, tu sais, genre souvent on considère que les gens c'est des acteurs rationnels dans plein de modèles économiques. Et en fait, lui, il vient dire bah non, en fait, les gens ils sont pas du tout rationnels. Et du coup, les modèles économiques, faut les remettre en cause. Et donc en Oui, fait, il y a pas mal de choses de ces travaux sur les biais cognitifs qui, euh, qui sont réutilisés, qui peuvent être réutilisés après dans l'économie. Donc ça vient de là. Donc ça, c'est en tout cas une deuxième partie où on va regarder pourquoi les humains sont pas rationnels. ouais, c'est ça, parce que, en gros, genre, il y a plein de modèles économiques, même assez récents, Ouais, qui sont basés sur la rationalité des agents qui maximisent leur utilité, tu vois. exactement, ouais, c'est ça. Et en fait, tu sais, t'as genre X hypothèses de base, et genre t'as un jeu de genre entre 2 3 entre 3 et 10 hypothèses, et il y a toujours cette hypothèse-là, et en fait, genre, il démontre qu'elle est complètement caduque, et du coup, ça renverse plein de modèles sur lesquels on a établi des politiques publiques, sur lesquels nos politiques font des lois derrière, tu vois. Ouais, et donc ça va être vachement intéressant. Après, ça reste des biais cognitifs, donc ça reste quand même dans, dans la continuité du truc. Mais par contre, à la fin, il fait un truc un peu différent. Je sais pas, moi je résume ça. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, il s'intéresse au bonheur et il explique pourquoi c'est si compliqué à définir. Et il parle de deux mois, MOI. Le moi qui ressent les choses à l'instant et le moi qui se souvient. Ça, c'est la partie qui va faire kiffer Georges. Euh, qui est un peu différente. Ça reste des biais cognitifs, mais c'est un peu moins des biais cognitifs, on va dire. Ouais. Ouais, et si peut-être on peut résumer pour les gens, enfin le postulat du bouquin, c'est d'essayer d'expliquer la manière dont on prend des décisions. Et Oui, le fait que c'est vrai. on prend des décisions de différentes manières, et il y a des fois où on prend des décisions de manière, ce qu'on considère comme étant rationnelle, et il y a des fois qu'on prend des décisions d'une autre manière. Et Mm, en fait, tout le bouquin, c'est l'analyse de la manière dont les êtres humains prennent des décisions et font des choix. c'est ça, exactement. Et donc, bah, si on commence là, on peut se dire bah, pourquoi ce titre, système 1, système 2. Il faut savoir qu'en anglais, le bouquin s'appelle Thinking Fast and Slow, donc penser rapidement ou lentement. Et donc, en gros, système 1 et système 2, c'est ça, quoi. C'est juste le nom qu'il a donné aux différents modes de fonctionnement du cerveau humain, si j'ai bien compris. Et il a divisé ça en deux catégories, un peu bêtement.
Il a dit le système 1, c'est quand le cerveau il fonctionne automatiquement et rapidement, donc avec peu ou pas d'effort, et tu ressens pas vraiment de sensation de contrôle délibéré. Donc c'est si je te demande 2 plus 2 égale, bah, tu vas me dire 4 et tu auras fait appel à système 1. Il donne d'autres exemples, détecter de l'hostilité dans une voix ou sur un visage, ça c'est système 1 aussi. Conduire sur une route déserte, ça c'est système 1. Alors que système 2, c'est quand le cerveau accorde de l'attention aux activités mentales contraignantes et complexes. Et c'est des situations telles que, bah, il donne l'exemple de chercher une femme aux cheveux blancs dans une foule, compter le nombre de fois où la lettre A apparaît dans un texte, ou remplir sa déclaration d'impôt. Donc voilà, ça c'est système 2. Et un truc intéressant, c'est que système 2, il dit que c'est souvent associé à l'expérience subjective du moi. En gros, le système 2, c'est nous, quoi. En gros, c'est la... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est la voix qu'on a dans la tête, quoi. Ouais. C'est Et c'est notre ouais, conscient. Alors que système 1, c'est plus le subconscient, je dirais. Enfin, je sais pas si j'utilise le bon mot, mais tu vois. ouais, c'est intéressant parce que, enfin, déjà, je trouve que c'est un bon exemple de mauvaise traduction. Enfin, je trouve que la traduction française, elle est toute pourrie, quoi. Ouais. Genre, Thinking Fast and Slow, ça parle beaucoup plus, même si c'est pas le titre de l'année, tu vois, Mm. que genre Système 1, Système 2, tu vois. Et Ouais. donc, bref, genre, je m'interroge quant aux gens qui ont traduit, genre, enfin, je sais pas, c'est boring as fuck, Système 1, Système 2, bon, bref. Mais je pense que c'est quand même le vrai terme pour le coup. C'est que il me semble que dans le livre, même Non, en non, anglais. c'est le vrai terme qu'il utilise, mais genre, tu le remets pas en titre, tu Ah oui, vois. d'accord, je vois ce que tu vois. Ok. Genre, Thinking Fast and Slow, Non, mais moi, je me ça demandais te, même si c'était le vrai terme, tu vois. Donc, mais oui, Ah oui. oui, Ouais. non, non, c'est le vrai terme. Ouais. Moi, je l'ai lu en anglais, justement, et il disait System 1, System 2, Ok, tu vois. ok, bon, ça compte. Mais je sais pas, ça te parle beaucoup plus et ça te donne une meilleure idée de ce qu'est le bouquin, Thinking Fast and Slow. Bref. Ouais, ouais, Euh, ouais, je suis d'accord. et oui, genre, en gros, ce qu'il décrit, mais beaucoup plus en détail, c'est que le système 1 que tu utilises l'écrasante majorité du temps, enfin, la version rapide, c'est une version effectivement inconsciente où t'as pas l'impression de faire un effort. Même si t'en fais, mais juste t'en fais genre 90% moins, vu Ouais, que c'est c'est ça. hyper rapide. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il explique que c'est le mode de décision qui est extrêmement majoritaire. Parce que vu que t'as une quantité d'énergie et d'attention définie, qui est limitée par jour, en fait, du coup, les fois où tu prends la peine de t'investir consciemment, elles sont extrêmement restreintes, quoi. Oui, c'est ça, c'est intéressant, c'est que c'est une histoire de calories en fait. C'est pourquoi est-ce que parce que les gens ils pourraient se dire bah autant utiliser le système de tout le temps, mais en fait c'est une question d'efficience, ouais, c'est ça. C'est que quand tu peux te contenter de faire système 1, pas dépenser beaucoup de calories et gagner du temps, autant le faire quoi. Donc ça c'est intéressant. Ouais, C'est ça, et du coup, en fait, le mode de décision par défaut, ouais par c'est défaut, ouais, c'est système ça. 1. Mm, Il y a des fois où on choisit de passer à système 2, mais c'est très rare, quoi. mm. Et donc pour illustrer ça, pour illustrer donc la paresse de système 2, genre si je te demande une batte et une balle coûtent 1,10 €, la batte coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Tu vas me répondre quoi? Je vais te répondre 2,10 €, mais c'est pas vrai. Ah bah, en général, les gens répondent 10 centimes. Ah oui, Et en d'accord. fait, juste si tu prends 2 minutes pour poser Ouais, le calcul, en fait, tu te rends compte que c'est 5 centimes. ouais. Donc c'est rigolo. Et donc ça, c'est une première manière d'illustrer le fait que système 2 est paresseux. Et donc il n'apparaît pas systématiquement. Une autre manière un peu sympa d'illustrer la paresse des systèmes 2, c'est que tu sais, on a étudié des juges qui devaient approuver et rejeter une mise en liberté conditionnelle. Et donc, en gros, on a vu que 35% du temps, ils approuvaient la mise en liberté conditionnelle, mais que ça passait à 65% après une des 3 pauses de la journée. Voilà. Donc, bon, ça, c'était hyper honteux pour eux quand on a découvert ça. Mais voilà, c'est encore un exemple de paresse, quoi. Il y a encore un autre exemple qui est sympa, c'est l'effet d'amorçage. Donc, je sais pas, c'est le système 1 qui va pré-mâcher le travail de système 2. Et ça, c'est vraiment un truc de fou. Je sais pas si tu te souviens, c'est dans une université, ils demandaient aux gens de payer leur café ou leur thé en mettant de l'argent directement dans une boîte. Donc, c'était basé sur l'honnêteté des gens. Tu sais, tu prends ton café et tu mets genre une pièce de 1 €, Ouais. un truc comme ça. Et ils ont fait l'expérience de coller une photo d'un bouquet de roses ou une photo de yeux qui te regardent sur la boîte où il faut payer, quoi. Et genre, les résultats, c'est hallucinant. C'est-à-dire que les gens, ils payent mieux quand c'est la photo des yeux qui te regardent, mais genre à 3 ou à 2 fois plus, quoi. Ouais. Et tu sais, c'est le système 1 qui amorce en gros le système 2 sur
est-ce qu'il vaut mieux donner de la thune ou non quand tu prends ton café. Et je sais pas, le système 1, il te dit non, mais quand il y a des yeux qui te regardent, donne la thune. Et le graphique est vraiment impressionnant, quoi. Ça fait x2, x3, enfin, c'est un truc de ouf quand même. Ouais, bah en fait, c'est. Oui, en fait, la photographie des yeux, c'est le fait que genre, le regard des autres, c'est un truc qu'on n'a pas besoin de conscientiser et qu'on prend en compte dans le processus de décision de manière un peu naturelle, Ouais, pour des raisons darwinistes ou j'en sais rien, pour des raisons ouais, c'est ça. et que du coup, juste une photo du regard des autres, ça suffit pour et en fait, limite, en fait, c'est ça, c'est que limite ne pas prendre, aller à l'encontre de ce biais, ça réclamerait un effort démesuré de système 2, quoi, de dire mais non, Ouais, c'est pas un vrai regard, c'est une oui, c'est photo, du ça. coup, tu vois ce que je veux dire? Mais déjà, déjà, tu vois, 15%, tu sais, si c'était 15% d'amélioration, j'aurais trouvé ça gaulerie, mais c'est x2, x3, quoi. Enfin, c'est ça, Ouais, enfin, ça c'était ouf quand même. Et il y en avait un autre qui était sympa, il t'explique que système 1, c'est aussi un détecteur à normalité. C'est-à-dire qu'en gros, il va vérifier qu'il n'y a pas, il y a pas un truc bizarre dans ce qui se passe autour de toi. Et je peux te montrer ça en te posant une question. Combien d'animaux, selon toi, de chaque espèce, Moïse embarqua-t-il sur l'arche? une, Pour- un. Pourquoi? Bah parce que, je sais pas, il y avait pas beaucoup de place dans l'arche et du coup, il devait en prendre qu'un, j'en sais rien. Non, c'est combien d'animaux de chaque espèce? Combien d'animaux, pardon? Putain. Ah oui, mais en plus, vaut mieux qu'il en prenne deux pour qu'ils se reproduisent. Bon, bref, ça marche pas. Non, ça marche pas. Bon, tu sais pas combien d'animaux? Non, je sais pas. Ouais, ça s'appelle l'illusion de Moïse. Et en fait, voilà, c'est Noé qui a construit l'arche. C'est pas Ouais. Moïse. Et donc, du Ah coup, oui, putain. voilà, donc tu t'es fait niquer comme moi. Euh, mais vu que Moïse, Noé, c'est la Bible, l'Ancien Testament, en fait, ça génère pas d'alerte. Ah oui, d'accord. Et donc, mais c'est marrant parce que même si tu t'attendais à ce qu'il y ait une douille dans la question, t'as quand Ouais. même, t'as généré une alerte, mais t'as été quand même un peu paresseux. Tu t'es dit, J'ai- je vais Non, ça, générer une bah pseudo-alerte. après, ouais, ouais. Après, j'essaie de pas non plus réfléchir pendant des heures Ouais, ok, pour ouais, c'est gentil ouais, parce que sinon, ouais, si ouais. tu sais qu'on fait un bouquin sur les biais Ouais, cognitifs. sinon ça marche pas. mais, euh, mais tu vois, il t'explique que si tu remplaces Moïse par George W. Bush, en fait, ça marche pas. Tu Oui, vois. Non, mais tu vois, c'est marrant. C'est-à-dire que c'est pas juste. Ouais, tu vérifies oui, ton c'est en cerveau. gros, il Il y a dit, un certain. C'est ça, en gros, il y a un certain seuil de divergence par rapport à la normalité à partir duquel le système 2 s'active. Et en dessous de ce certain seuil, en fait, tu es en mode automatique, quoi. ouais, c'est ça. Et C'est ça. c'est marrant, c'est que du coup, tu vois, c'est comme sur l'exemple des pourboires, en fait, tes deux systèmes, parfois, ils sont contradictoires ou ils sont en opposition, quoi. Genre, l'exemple des pourboires, en fait, ton système inconscient ou rapide, il te dit, bah, regarde, il y a quelqu'un qui te regarde, du coup, paye plus. Ouais, Et en fait, ton système 2 qui est le système enfin, rationnel, il devrait te dire, mais en fait, c'est pas réellement quelqu'un qui te regarde, c'est une photo, du coup, va à l'encontre de ce que te dit le système 1 et paye normal. Enfin, tu vois ce que je veux dire? ouais, Du c'est coup, ça. en fait, tes deux systèmes peuvent aboutir à des conclusions divergentes, quoi. Ouais, exactement. Bien que le premier système conclue d'abord, quoi. Ouais, Tu vois, genre, t'as le premier système qui conclut en premier, et après, toi, tu peux choisir de dire, j'active le système 2 pour voir si les conclusions sont les mêmes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? ouais. C'est assez sympa. Et il y en a un dernier, je crois, ouais, pour illustrer le truc, c'est je vais te dire, système 1 est une machine à tirer les conclusions hâtives. Et en fait, ils ont fait une expérience où ils ont inventé une histoire. Donc, je sais pas, ils te disent, c'est un gars qui est entré dans une pharmacie, qui s'est fait engrainer, c'est parti en sucette, voilà. Et tu fais 3 groupes où tu racontes cette histoire. Et il y a un groupe qui va entendre l'avocat du gars. Il y a un groupe qui va entendre l'avocat du gérant de la pharmacie. Et il y a un groupe qui va entendre les deux versions. Et c'est marrant parce que dans l'expérience, tout le monde est conscient d'assister à une mise en scène. Tu sais, on leur dit, bah, vous allez entendre qu'un côté de l'histoire, machin. Et le truc de ouf, c'est que quand tu as entendu une seule version de l'histoire, bah, déjà, bah, tu es pour le gars qui t'a raconté sa version de l'histoire. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Tu es dans son camp, tu trouves qu'il a raison et que l'autre, c'est un connard. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que en plus, tu es hyper sûr de ton choix, quoi. Tu te dis, non, mais Ouais. oui, c'est évident, genre l'autre, c'est un connard, machin. Et, euh, et ça, c'est marrant. Et, euh, et donc, ce qu'il dit, c'est Daniel Kahneman, là, il dit, moins t'en sais, plus t'es capable de construire une histoire cohérente et plus t'es sûr de toi. Et en fait, j'ai cité cet exemple-là parce que c'est hyper important dans le livre, c'est ce qu'on appelle la règle de Covera. Donc, c'est un acronyme pour dire ce qu'on voit et rien d'autre. Alors, j'imagine que c'est une traduction d'un truc plus stylé en anglais, mais voilà. Et donc, Covera, c'est juste un méga biais cognitif qui va ressortir 50 fois dans le livre. C'est que,
En gros, moins t'as d'infos, plus t'es content, plus t'extrapoles et plus t'es sûr de toi, quoi. Ça, Ah, c'est marrant ça. ça, c'est hyper marrant, ouais. Ouais, en fait, c'est. Ouais, je vois. Ouais. En gros, ce qu'il dit, c'est que le doute est un peu l'apanage des personnes, des gens informés, quoi. En fait, ton niveau de doute est plus. Enfin, on peut reformuler ce truc-là en disant ton niveau de doute est proportionnel à ton niveau de connaissance, plus ou moins, quoi. Non, je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu voulais dire. Non, mais ce qu'il dit, c'est que, genre, en gros, t'es capable d'avoir une conclusion certaine. Enfin, moins t'as d'infos, plus t'as de certitude vis-à-vis de tes conclusions. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est Et ça. plus t'as d'infos, plus t'as tendance à douter et à être. Ouais, ouais, c'est ça. Ça me rappelle, tu sais, le Dunning. Alors, je sais pas si je le prononce bien, le Dunning-Kruger effect, où tu sais, on dit que, en gros, moins t'es sachant, plus t'es sûr de toi, et plus t'es sachant, Ouais. plus tu. Bah, plus tu vois l'étendue de ce qui te reste à comprendre, quoi. C'est ça. Euh, Ah oui, en fait, non, en fait, j'en ai un dernier. J'en ai un dernier qui s'appelle la substitution, qui est important aussi. Et c'est qu'en fait, on utilise souvent système 1 pour répondre à une question difficile. En fait, ça paraît contre-intuitif ce que je dis. Pourquoi on utilise système 1 pour une question difficile alors qu'on devrait utiliser système 2? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on remplace de façon inconsciente la question difficile par une question facile. Donc, je te donne un exemple. Tu sais, si tu demandes aux gens est-ce que vous êtes satisfait de leur vie, et tu leur demandes est-ce que vous êtes satisfait de votre vie, en fait, ils vont te répondre surtout oui ou non en fonction de leur humeur à ce Ouais, moment précis où tu as demandé la question. Donc, en gros, ils substituent la question difficile qui est êtes-vous satisfait de votre vie par une question facile, c'est juste est-ce que tu es content maintenant, quoi. ouais, Et ça, ça, c'est un méga biais cognitif. Et tu sais, tu peux te dire aussi, euh, tu sais, Djokovic, il s'est fait interdire de jouer l'Open d'Australie. ouais, Et en gros, je pense que ça fait polémique parce que tu sais, quand tu dis est-ce que Djokovic il a le droit de jouer l'Open d'Australie, selon toi, en fait, les gens ils répondent pas à cette question, ils répondent à la question est-ce que j'aime bien Djokovic, tu vois, ils se répondent pas du tout, tu vois. Et c'est marrant quoi. ouais. Et, Ah, c'est marrant ça parce que ça peut s'observer dans plein enfin, de réponses hâtives des gens, quoi. Genre, ouais, ouais, ouais. Ouais. ouais, Mais moi j'avais remarqué, tu sais, je sais pas, il y a eu alors, je sais pas où ça en est, mais il y a eu un espèce de pseudo scandale avec le ministre Damien Abad, là, je sais pas si t'avais suivi, genre ouais. il était accusé moi vu que je connais pas, je vais pas dire, mais Il est accusé de viol, non? ah, il est accusé de viol, ouais, ok. Ouais, C'est marrant parce que tu vois, je voyais des gens débattre là-dessus. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'en fait, les gens, leur avis, c'est essentiellement, ça vient de est-ce qu'ils sont sensibles à la cause des femmes ou est-ce qu'ils ils sont sensibles à autre chose. Enfin, tu vois, ça vient pas vraiment ouais, du cas en question. Et souvent, les gens ne parlent pas de la règle. Tu vois, ils se disent pas est-ce que si quelqu'un est accusé de viol, est-ce qu'il doit systématiquement dégager en tant que ministre. C'est euh, c'est surtout, ils répondent à des questions plus simples, quoi. Et c'est marrant, quoi. Euh, voilà. ouais. Pareil sur Oui, en Djokovic, fait, c'est que même question, quoi. notre capacité à nous concentrer sur l'anecdotique ou l'émotionnel versus euh, le général, le systémique ou le machin Ouais, vient un peu de ça, quoi. En fait, c'est que ouais. le spécifique, l'anecdotique, l'émotionnel, c'est plus ou moins système 1, c'est quelque chose qui nous réclame peu d'efforts. Mm. Et si on veut généraliser, si on veut rentrer dans de l'abstrait ou si on veut systématiser, bah, ça nous réclame plus d'efforts, du coup on a moins tendance à le faire. C'est ça un peu qu'on est en train de dire. Ouais, c'est ça, exactement. Et, euh, et tu vois, enfin, ils avaient fait une expérience où ils avaient interrogé des étudiants de combien de rendez-vous galants ils avaient eu cette année. Alors les gens devaient répondre 5, 10, 1, 0, tu vois. Et Ouais, après, ils demandaient est-ce qu'ils sont heureux dans la vie. ouais, Et du coup, c'était hyper corrélé, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, si le mec il avait eu plein de rendez-vous galants, il était heureux dans la vie. Et si le mec il avait eu 0, il était malheureux. Mais en fait, enfin, c'est évident que c'est pas le seul fait important de leur vie, mais c'est juste, tu vois, ouais. c'est encore une substitution, quoi. Euh, il y a un exemple marrant que je vais citer, c'est il disait, il dit les Américains ont élu le président Harding en 1920 parce qu'il était grand et avait la mâchoire carrée et il avait l'air décidé et fort. Et alors qu'apparemment c'était un tocard. Moi, je le connais pas, mais c'est voilà, je cite les dires de Daniel Kahneman. Donc Ouais, mais c'est ouais. Mais ça, c'est marrant parce que tu sais, genre sur Wikipédia, enfin bref, sur Internet, t'as les listes de biais cognitifs, genre je sais pas, t'en as des dizaines, je pense, non, genre je sais pas, à peu ouais, près 50 ou 80 ou je sais pas combien t'en as. Et c'est intéressant de se dire, en fait, tous ces trucs-là, après c'est intéressant de les connaître un à un parce que tu les observes chez toi et chez les gens et du coup tu peux mieux ouais, t'en prémunir, tu vois. Mais il y a aussi le fait de dire, genre, c'est intéressant de savoir la source, en fait, la source de tous les biais cognitifs,
C'est le fait que notre cerveau, par défaut, il veut utiliser peu de calories et que du coup, l'essentiel du temps, il prend un grand nombre de raccourcis qui Ouais. aboutissent à ces 50, 60, 80 biais cognitifs. Et il faut savoir que, genre, par défaut, dans ta prise de décision, tu vas souffrir de ces biais cognitifs. Et tu peux choisir de temps en temps de t'en affranchir, mais il faut que tu fasses ce choix et c'est proactif et ça va te réclamer de l'effort. Ouais, mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai eu cette impression aussi que, mais en fait, que c'était comme un jeu de boîte. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, au départ, tu peux comprendre système 1, système 2, et après, tu peux comprendre que j'en sais rien, tu sais, il y a quatre grands types de biais cognitifs, et après, dans ces quatre catégories, tu peux aussi recatégoriser, et à la fin, ça arrive à 80 biais. Mais en fait, Ouais, t'es pas obligé de retenir les 80 pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux aussi retenir les grandes catégories parce que, enfin, je pense que tu es déjà en train de le voir et je pense que les gens vont le voir, mais en gros, ça se recoupe, quoi, tu vois. Enfin, oui, c'est toujours un peu la même chose. Enfin, ouais, c'est il y a ça. toujours une partie commune, j'ai l'impression. C'est ça, et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il va plus loin que ce qu'on va d'habitude. Enfin, tu vois, je trouve que d'habitude, on parle des biais cognitifs, de dire, voilà, d'habitude, bah, je sais pas, on a plus de préférence pour la dernière information qui nous a été donnée que l'information plus ancienne, tu vois. Ouais, 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 ouais. Pense que c'est un biais, tu vois. Et en gros, je trouve que, mais tu vois, je trouve que c'est la mauvaise démarche parce que si tu prends cette information, tu arrives au bout du raisonnement, tu vois. Genre, en fait, la description des biais cognitifs un à un, quand après avoir lu ce livre, tu comprends que c'est un peu le bout du raisonnement, tu vois. Et en fait, le début du raisonnement, c'est de dire, bah voilà, on est des animaux qui essayent de Ouais, préserver le d'accord. nombre de calories Mm. qu'on utilise. Du coup, on a deux modes de fonctionnement, un très rapide, inconscient, peu de calories, qui Mm. fonctionne la majorité du temps, un plus lent, plus dépensier en calories, qu'on choisit d'activer de temps en temps quand on l'estime pertinent. Et du coup, ces deux systèmes-là sont à l'origine de quatre catégories de biais ou d'erreurs dans nos jugements qui sont celles-là. Et dans chacune de ces catégories, tu as ça en détail. Tu vois. Et je Mm. trouve que du coup, le détail du biais cognitif numéro 32, c'est un peu moins important que le raisonnement de base. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement. Ouais, c'est ça que j'essaie de dire. Ouais, c'est que tu peux apprendre quelque part enfin, les sous-catégories et là, le fait de donner plein d'exemples, en fait, même de façon inconsciente, je trouve que tu comprends aussi c'est quoi en gros les mécanismes généraux par lesquels Ouais, ça c'est ça. fonctionne. Et puis comme tu disais, genre les biais cognitifs, ils sont pas mutuellement exclusifs. Tu vois, genre parfois ils se recoupent. Ouais, c'est ça, ouais. Donc tu vois, parfois tu sens qu'il y a un peu des erreurs de Ouais, définition. Enfin, que c'est pas. ouais, j'avoue, Que moi, c'est. en lisant le livre, j'avais du mal. Des fois, je me disais, ok, mais celui-là, c'est pareil que celui-là, en fait, tu vois. J'avais Ouais, un c'est peu ça. du mal. C'est ça, tu sens parfois il y a pas une rigueur un peu C'est mathématique dans ça, le je suis truc, dans le d'accord. sens où genre, Ouais. tu vois, tu les mets côte à côte, Mm. ça forme pas un collectif totalement homogène, tu vois. C'est pas une base orthogonale. Euh, donc voilà, donc ouais, maintenant on va lister quelques-uns des grands biais cognitifs et du coup me demande pas la différence avec ce qu'on vient de faire parce que du coup c'est pas moi qui ai écrit le livre mais c'est découpé comme ça. Le premier grand biais cognitif, je vais pas tous les faire hein, mais je vous fais ceux qui sont les plus marrants et les plus importants. Euh, et je définis l'importance par le nombre de fois où ils sont cités. Le premier, c'est les encres. Et donc celui-là, il est vraiment ouf. C'est-à-dire que tu demandes à des gens de faire tourner tu sais, une grande roue, là, la roue de la fortune. Et elle est truquée, c'est-à-dire qu'elle peut tomber que sur 10 ou sur 65. Donc tu leur demandes de faire ça. Et ensuite, tu leur demandes le pourcentage des pays d'Afrique aux Nations Unies est-il supérieur au chiffre que vous avez obtenu. Et enfin, tu leur demandes quel est selon vous le pourcentage de pays d'Afrique aux Nations Unies. Et en fait, la moyenne des réponses, c'est 25% pour ceux qui ont eu 10 à la roue et 45% pour ceux qui ont eu 65 à la roue. Donc ça a juste aucun sens, quoi. Enfin, tu vois, tu fais tourner une roue qui a rien à voir avec le truc et juste les mecs, ils changent Enfin, je sais pas, les réponses, ça change de 25 à 45%, quoi. C'est un truc de ouf, quand même. Ouais, Donc, ouais, j'avoue que c'est. Mais aussi, je trouve que ce qui est parfois un peu perturbant dans ce bouquin-là et dans la description des biais cognitifs, c'est que, tu vois, genre, c'est qu'en fait, on se rend pas compte de combien c'est impactant ce qu'il est en train de dire, tu vois. Genre, bah, tu vois, genre là, quand tu décris l'expérience, tu dis, ok, c'est une marge d'erreur bon, de 100%, tu vois, ou de 80%, genre, il passe de 25 à 45, tu vois. ouais. Euh, mais genre, ça te paraît pas si transcendant que ça, mais en fait, derrière, tu te rends pas compte qu'en fait, ça a plein d'implications dans ta vie quotidienne, que genre,
le fait que si tu demandes une augmente, genre, si avant de demander une augmente au boulot, t'as fait tel truc, Ton boss, bah, il a marché dans du caca avant de venir, ou voilà, machin, tu vois, s'il a genre. marché dans du caca, ou si genre tu lui as fait goûter un bonbon qu'il aimait bien, Ouais, si genre quand Vladimir il rencontre Macron, si Vladimir avant, je sais pas, il a ken sa meuf, enfin, en gros, ouais, genre, non mais tu vois, je dis n'importe quoi, mais ce que je veux dire, c'est que ça a des implications ouais, potentiellement énormes dans ta vie ouais, quotidienne. ouais, ouais, Et après, le truc, c'est que c'est très dur à décrire parce que personne va dire oui, j'ai décidé ça parce que j'avais pris un bon bonbon avant, tu vois. oui, oui, Mais du coup, tu peux pas le démontrer. Mais en fait, c'est ça que je trouve le seul truc un peu frustrant dans le bouquin, je trouve, c'est que t'as du mal à saisir spontanément l'importance de ce qu'il dit, tu vois. ouais, Alors qu'en fait, mais c'est majeur, quoi. oui, c'est ça, mais c'est vrai que tu vois, moi, le bouquin, ça m'aurait fait kiffer, même s'il y avait une petite différence de 5%, tu vois, j'aurais fait, ah, c'est marrant, les gens, ils tirent une roue qui a rien à voir. Ah, c'est Ouais, 25-45, quoi, c'est vraiment un truc, c'est la folie, quoi. Euh, ouais. et donc ça, Et c'est... Ouais, c'est comme ce que tu disais sur les décisions de justice, tu vois. Enfin, ça, pour moi, c'est un exemple de ouf, tu vois, parce que genre, les mecs, on décide de leur destinée, c'est-à-dire ouais, on dit si on va les enfermer dans un cube en béton ou si mm, on va les laisser cliffer dehors. Et genre, en gros, la proba que tu le libères ou que tu l'enfermes, ouais, elle est genre 2 fois plus élevée en fonction de si c'est avant la pause déj ou après. Genre, ouais. c'est quand Mais ça même, a c'est fait un énorme n'importe quoi. scandale. Ouais. Il me semble, quand j'ai lu le truc, qui disait que, que ça a vraiment fait un gros scandale, quoi. Ouais, et je trouve que genre, comment dire, ça devrait un peu tous nous apprendre un peu l'humilité, tu vois, et la capacité à Mm, moins s'accrocher mm. sur nos, tu vois. Ouais. Bah, d'ailleurs, j'ai choisi de pas faire cette partie-là, parce qu'on n'a pas tout le temps de tout faire, mais il y a un moment dans le livre où il dit que les impressions humaines, c'est bien, mais c'est quand même mieux de se baser sur des formules. Et donc, tu vois, si les juges, ils avaient une espèce de série de critères objectifs qu'ils pouvaient cocher, tu vois, genre, je sais pas, même un questionnaire avec 5 questions. Est-ce qu'il a fait ci? Est-ce que le détenu a fait ça? Est-ce que machin, machin? Bah, en fait, dans le livre, il explique qu'en fait, ça marche beaucoup mieux de faire ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, c'est marrant, mais tu vois, genre, si tu fais ça, on te dit que t'es déshumanisant, enfin, tu vois. Exactement. Et donc, Ouais. les gens dans le livre, quand il leur avait dit de faire ça parce que ça marchait pas, de faire autrement, en gros, les gens étaient trop vénères. Ils disaient, ouais, vous nous transformez en robots et tout, machin, ouais. Voilà. Alors que ça marchait beaucoup mieux. Euh, peut-être qu'on va en reparler un peu. Peut-être j'ai dit de la merde. Mais juste pour comprendre le truc de la roue, en fait, c'est pour expliquer, en fait, c'est lui, il donne la métaphore de l'encre, hein, puisque c'est le biais de l'encre. Il dit le système 1 pose une encre et le système 2 ajuste par rapport à l'encre qui a été posée par système 1, quoi. Donc en gros, l'encre, c'est la roue de la fortune. Euh, Ouais. Il y en a un autre qui est très important, deuxième biais cognitif, c'est ignorer les taux de base. Donc c'est quoi un taux de base? C'est que, imagine, tu vois une personne dans le métro qui lit le New York Times, donc le journal américain. Quelle est la proposition qui a le plus de chances d'être vraie? Cette personne a un doctorat ou cette personne n'a pas de diplôme universitaire. Et donc en fait, ce qu'il explique, c'est que bah, euh, les gens vont souvent répondre que bah, puisqu'elle lit le New York Times, c'est qu'elle doit avoir un doctorat. Mais en fait, les statistiques nous disent qu'il faudrait sérieusement envisager de parier sur la deuxième solution, donc qu'elle n'a pas de diplôme universitaire, parce que tu croises beaucoup plus souvent des gens non diplômés dans le métro, tu vois. Et pourtant, tu le fais pas. Donc, on ignore le taux de base. Et donc, on va dire systématiquement que bah, si elle lit le New York Times, elle a un doctorat, tu vois. Et donc, ça revient pas mal de fois dans le livre, ignorer les taux de base. Ok. Il y en a un autre qui est sympa, et ça, je vais peut-être te faire jouer. Ouais, ça va être marrant. Euh, donc là, on va faire un truc, ça s'appelle moins C+, le biais cognitif. Et on va faire un truc encore plus fort qu'ignorer les taux de base. Donc, je te lis un texte et je vais te poser une question après. C'est Linda a 33 ans, célibataire, elle ne mâche pas ses mots, elle est très intelligente, diplômée en philosophie. Quand elle était étudiante, elle se sentait concernée par les questions de discrimination et de justice sociale et avait également pris part à des manifestations contre le nucléaire. Et donc, ça c'est le texte qui décrit Linda. Et après, il demandait aux gens, que fait Linda dans la vie, à votre avis? Donc en gros, il faut classer par ordre de probabilité les différentes propositions qu'il donne. Tu vois. Donc il y a enseignante dans une école élémentaire, travaille dans une librairie et prend des cours de yoga, elle est active au sein du mouvement féministe, elle est membre de la Ligue des électrices, elle est employée de banque,
Elle travaille dans les assurances. Elle est employée de banque et est active au sein du mouvement féministe. Et donc, il fallait classer ces trucs-là. Et est-ce que tu devines ce qui s'est passé? C'est que les gens ont pris les trucs un peu les plus clivants, genre actifs dans les mouvements féministes, etc. Alors qu'ils ont oublié qu'en fait, le pourcentage de la population qui est active dans les populations féministes, c'est hyper faible, quoi. C'est ça, mais ça, En gros, c'est... fallait dire genre enseignante parce qu'il y a la masse d'enseignantes ou des trucs comme ça. Ouais, mais c'est encore plus fort. Parce que là, toi, ce que tu dis, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est ignorer les Ouais, taux de base. ouais, Voilà. c'est ça. Mais là, c'est encore plus fort parce que, en gros, si tu prends les propositions une par une, il y en a une, c'était la numéro 5, c'était Linda est employée de banque. Ah Et oui, là, et il y en a, ils sont combinés, quoi. exactement. Et donc là, les mecs, ils prennent des trucs combinés, alors que quand tu combines, ça réduit de ouf ton. Exactement. Donc, juste Ouais. pour ceux qui n'ont pas compris, il y avait une qui était Linda est employée de banque et l'autre qui était Linda est employée de banque et est active au sein du mouvement féministe. Et donc, évidemment, la probabilité qu'elle soit employée de banque et active au sein Oui. du mouvement féministe, elle est évidemment moindre que être juste employée de banque. Et donc ça, c'est vraiment la folie, quoi. C'est-à-dire que il dit quand tu confrontes la logique avec la représentativité, c'est la représentativité qui gagne. Et donc c'est à 89% dans les questionnaires, les gens mettaient le Linda est employée de banque et active au sein du mouvement féministe avant Linda est employée de banque. Et là, vous avez peut-être bugué parce que je vous l'ai lu à l'oral et donc c'est relou, vous êtes en train d'écouter le podcast et voilà. Mais les gens avaient la liste devant les yeux quand même. Tu vois, le truc, Ouais, c'est que c'est que c'est encore plus fort que ça. ouais, c'est sûr. Euh, Mais aussi, je trouve, genre, en le lisant, tu te dis. En fait, tu sais, genre, on dit en France, enfin en France et peut-être que dans d'autres pays, mais je trouve qu'en France, il y a souvent le débat de euh, les mathématiques occupent une place trop importante dans l'éducation et on accorde trop d'importance à la matière des maths, etc. ouais. Et après, enfin, moi, c'est pas du tout mon champ de compétences, donc peut-être que je dis n'importe quoi, tu vois. Mais je trouve qu'en en le lisant et quand tu parles de logique et de rationalité dans les décisions, t'as tendance enfin, moi, t'as tendance à aboutir à la conclusion de c'est quand même important d'apprendre les maths, les probas, les pourcentages, les machins, même au-delà du simple calcul, même dans tes décisions quotidiennes et dans ta rationalité quotidienne, en fait, les maths, ça occupe une place quand même majeure, tu vois. Bah Et là, tu dis ça, mais justement, le truc badant, là, c'est qu'il dit que donc là, c'était 89%, mais il dit qu'à 85%, lorsque tu interroges des doctorants de l'école de commerce de Stanford, ouais. experts en probabilité statistique, ils font la même erreur aussi. Ah oui, donc en fait, ça n'a rien à voir. Mais tu vois, c'est fou parce que, bon, déjà, c'est les experts, ils font la même erreur et c'est encore plus puissant qu'ignorer les taux de base parce que là, c'est juste factuellement faux, quoi. C'est juste pas. Enfin, enfin, euh, Ouais, là, c'est juste genre en termes de logique, ouais, c'est c'est juste juste. pas possible, Voilà. quoi. Parce que dans l'autre, tu pourrais te dire. Dans l'autre, Oui, c'est possible. c'est Ça aurait pu possible. être. C'est-à-dire que tu Ouais, te dis, bah, ok, enfin, moi, j'en sais rien, je les connais pas, les statistiques, et j'aurais dit ouais, que si elle lit dans le métro, le New York Times dans le métro, bah, elle est doctorante, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de non-diplômés. Les non-diplômés, ils disent pas le New York Times. T'aurais pu avoir un raisonnement comme ça. Mais ouais. là, c'est juste ça n'a aucun sens, tu vois. Euh, et, euh, et ce qui est encore plus fou, c'est que du coup, en fait, vu qu'ils pétaient un câble, Daniel et son associé, là, en fait, ils ont commencé, tu sais, à rendre le problème de plus en plus simple, tu sais, et à enlever des propositions. Et- J'imagine trop Daniel, ça va. mais non, mais genre, C'est vrai que tu pètes un câble, c'est vrai que c'est impossible. ouais. D'accord. Et je crois que le fun fact, c'est que juste à un moment, ils ont fait juste un truc où ils ont fait quelle est la solution la plus probable? Linda est employée de banque ou Linda est employée de banque et active au sein du mouvement féministe. Et juste, ils ont fait non, mais là, c'est bon, les gens ils sont pas cons, ils vont mettre tu vois, le premier. Et je crois, ils avaient posé les résultats sur le bureau de Daniel et tout, et ils étaient partis boire des bières et tout. Et à un moment, Daniel, juste, il a jeté un œil parce que, tu vois, par curiosité, juste, il s'est dit non, mais c'est bon, voilà. Et il a pété un câble. Voilà. Et juste, voilà, c'était encore entre 85 et 90%, et il a pété un câble. Et il dit, c'est marrant parce qu'il y a une absence de remords une fois que tu confrontes les gens aux faits, même les experts. Même quelqu'un lui a répondu bah, vous me demandez mon opinion, je vous la donne. Le mec s'en branle. Et donc, ça, c'est le moins, c'est plus. Et ça, Mais c'est c'est quand vrai même un que truc de ouf, enfin, quoi. ce qui est aussi intéressant, je trouve, dans ce bouquin, c'est. T'as un côté, genre, effectivement, ça t'apprend l'humilité et ça te réduit ta confiance dans les choix un peu collectifs ou dans notre rationalité collective. Ouais, Et que du coup, ça te donne envie, comment dire, genre, ça te dit, en fait, il faut que nos modes de décision, en particulier quand nos décisions sont importantes,
il faut un peu les cadrer et mettre en place une sorte de système ou de process ou d'habitudes qui font qu'on peut pas être aussi mongol qu'on l'est naturellement, quoi. Hmm, Tu vois ce que je veux hmm, dire? hmm. Genre, après, je pense qu'il en parle pas trop dans le bouquin, mais pour moi, genre, limite, une suite à ce bouquin-là, ce serait genre comment éviter ça, tu vois. C'est genre, par défaut, on a un processus de décision qui est quand même assez débile, tu vois, Ouais. et qui est pas adapté au mode complexe dans lequel on est, qui est pas adapté même à nos aspirations personnelles, qui est de progresser, quoi, de faire des choses bien, d'améliorer l'humanité, tu vois. Et du coup, peut-être que la suite de ce bouquin-là, ce serait un jour de dire, genre, ok, quel process on doit mettre en place, quelles habitudes on doit mettre en place, quels garde-fous on doit mettre en place pour essayer de contrer ces trucs-là, tu vois. Ouais, mais je suis en train de regarder en fait parce que tu sais, il a fait un bouquin qui s'appelle Noise qui est sorti récemment. Et tu vois, ça s'appelle Pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter. Ah oui, bah, bah, nickel, ouais. Voilà, donc nickel. Ouais, prochain épisode. Non, Ok. mais tu vois, parce que genre, je pense que dans notre vie quotidienne, on s'en fout, tu vois, mais pour des trucs genre Ah bah des oui. législations, des choix de vie, est-ce que, je sais pas, est-ce que je dois avoir des enfants, combien je dois en avoir, genre, est-ce que je dois virer telle personne, est-ce que je dois foutre en prison, ma Ouais, loi anti, la discrimination active, est-ce que c'est bien ou pas, enfin bref, plein de problématiques. ouais. Et en fait, je trouve que, comme on, tu sais, on a déjà évoqué tous les deux, genre, le débat public, il est un peu hystérisé sur un certain nombre de sujets. Donc il y a le côté, genre, à la Clément Viktorovitch, comment détecter les, les usages rhétoriques qui sont malsains, tu vois. Hmm. Et il y a un côté à la Daniel Kahneman, comment faire en sorte que notre processus de décision collectif soit un peu moins débile, quoi. Bah, justement, du coup, enfin, là, c'est en plein dans ce que tu dis. On peut faire la partie qui traite de l'excès de confiance en soi. Et je trouve que là, ça va pas mal illustrer ce que tu dis, parce que c'est un exemple où il va essayer de trouver une méthode pour passer au-delà des biais. Donc, tu vois, il décrit, il dit que quand il était jeune, il travaillait pour les militaires. Et en gros, il avait mis en place un jeu où il fallait coopérer en équipe pour faire passer une poutre au-dessus d'un mur. Et en gros, lui et un comité, ils observaient le groupe se débrouiller, qui a l'air d'être le leader, qui a l'air d'être la victime, qui fait chier, qui propose des idées, qui écoute. Et sur cette base, ils notaient les gens et ils les proposaient pour l'école d'officiers. Tu vois. Ouais, Et en fait, assez rapidement, ils se sont rendus compte que, en fait, c'est quoi la corrélation entre les notes qu'ils donnent et les notes que les gens ont à l'école d'officiers. Bah, en fait, ça corrélait 0, quoi. Donc ça revenait à ouais, distribuer les notes au hasard. Et, et donc, là, sur ce truc-là, là, pour aller dans le sens de ce que tu disais, apparemment, il a demandé aux gens de systématiser les choses. C'est-à-dire qu'en gros, il devait répondre à 5 questions. C'est-à-dire qu'il devait dire, je sais pas moi, est-ce que le mec arrivait à l'heure? Combien d'années avant il était employé? C'est quoi son niveau d'études? Ou des choses comme ça. Tu vois, il avait genre 5 questions. Et quand il a fait ça, du coup, bah, ça s'est beaucoup mieux passé que lorsqu'il faisait le truc de la poutre, quoi. Tu vois ce ouais, que je veux dire? Donc ça, c'est typiquement un exemple où tu arrives à passer outre les espèces de biais cognitifs hem, qui étaient je sais pas comment on peut appeler ça. Oui, lui, il appelle ça l'illusion de validité. Donc c'est encore le phénomène Covera. C'est-à-dire que le seul truc qu'ils ont devant les yeux, c'est les gens avec la poutre. Et donc du coup, ils partent du principe que c'est tout à fait valide hem, si tu examines des gens sur le sujet de la poutre, qu'en gros ça va être valide pour quand ils seront officiers, quoi. ouais, ouais, t'as un truc, c'est un peu le phénomène de ça a toujours marché comme ça, on n'a jamais eu de problème. Ouais, ouais, il y a un peu ça. Et, Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il dit parce qu'il dit aussi que quand ils ont été confrontés au fait que ça servait à rien ce qu'ils faisaient, bah, en fait, ils ont quand même continué. C'est-à-dire que, tu vois, ils ont fait: «Ah, c'est marrant et tout», et après dès qu'ils ont revu, un mec stylé avec la poutre, ils ont fait: «Ah non mais lui, il va être, ça va être un officier de ouf», tu vois? Genre il manie trop bien la poutre et tout. Et donc ça c'est un vrai truc, quoi. C'est l'illusion de validité, et même quand t'es confronté au truc, tu là genre: «Non mais lui, il manie tellement bien la poutre que c'est évident que». c'est c'est un poutre là-dedans. Donc ça, c'est Non, mais assez c'est ouf, ouais. vrai. Bah, je pense qu'il y a l'illusion de validité. Il y a peut-être un truc avec l'ego aussi, c'est que genre, enfin, quand même avouer que ce que tu fais, c'est caduque. Ou que Ouais. enfin, à la fois, en fait, il y a deux trucs. Il y a ton comportement, genre tes actions tes actions, et il y a ta pensée, tu vois.
Et genre, il y a soit genre ton avis est con et on te le démontre par A plus B, ou Ouais, soit juste ton activité, genre le fait que tu es évalué par la poutre, même si t'as pas d'avis de ouf là-dessus, mais le fait que ça fait 3 ans que tu le fais, ouais, et qu'on te dise, genre, en fait, ça fait 3 ans que tu fais un truc qui sert à rien. ouais. euh, je pense que tu as un coût, je sais pas si ça a été théorisé ça, mais tu as une forme de coût pour l'ego, tu vois. Et je pense que ta capacité à accepter un fait euh, varie en fonction du coût pour ton ego qu'il représente, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, du coup, dans le prochain, on va aborder le sujet parce qu'en fait, il a analysé le talent de courtier. Et à la Ouais. fin, il leur a dit: «Ouais, vous servez à rien». Et les mecs, ils ont juste fait: «OK, mais en fait, on n'accepte pas que tu nous dises ça». Et donc donc Non, j'ai mais trou tu vois, non, mais c'est un vrai truc, et ça, je pense que je le bah vois oui, souvent en entreprise, tu vois, ou même dans les débats. En fait, tu sais, c'est un truc genre, plus tu considères que quelque chose fait partie de ton identité, ouais, ouais, plus tu as du mal à le questionner ou à le remettre en cause ou à juste accepter ouais. un fait qui va à l'encontre. Et ça, je trouve que c'est. J'ai l'impression que c'est un élément quand même assez prégnant dans les sociétés d'aujourd'hui. Que genre, il y a de plus en plus de choses qu'on considère comme faisant partie de notre identité. Genre, Mmh, je sais pas, je dis n'importe quoi. Je suis un militant progressiste, je suis machin. mmh. Moi, j'aime la finance. Enfin, je dis n'importe quoi, tu vois. Et en fait, genre, du coup, présenter face à. Et c'est pour ça que je. Et je pense que c'est en partie pour ça que, genre, peut-être le corps scientifique ou le corps médical pour le Covid, ou j'en sais rien, il dit, genre, parfois, on parle et on n'est pas écouté, et juste on a l'impression d'être face à un mur, tu vois. Mmh. C'est parce que, genre, tu remets en cause un peu l'ego ou l'identité des gens, quoi. Et, heu, et moi, j'ai un exemple, enfin, j'ai un truc qui me vient en tête qui m'a vénère pendant de longues années. C'est, tu sais, quand tu fais une prépa, moi, j'ai fait une prépa physique. Et quand tu fais une prépa, après, tu passes des concours à l'écrit. Donc en gros, Mhm. tu sais, tu vas dans un grand hangar et tu as une feuille avec des exercices et tout le monde a les mêmes et tout et tu fais ça. Et une fois que tu as fait ça, tu sais, tu as une épreuve orale, enfin, je sais Ouais, pas si tu sais d'ailleurs. Et en gros, on te convoque et tu passes, devant, un prof et le prof, il te file un exo, au hasard et il voit comment tu te démerdes, pour le faire au tableau. Et en fait, moi, je suis sûr que ça correspond au truc de l'illusion de validité ou l'illusion de ouais, talent là. C'est c'est la que en fait, poutrelle. ouais, j'ai toujours trouvé que c'était trop de la merde. Déjà, tu as un exo au hasard. Déjà, c'est elle est où la justice? Heu et en plus, le prof, il est là, genre: «Ouais, non mais moi, je vois clairement que le mec, ça va être un bon ingénieur» ou je sais pas quoi, tu vois? Alors que je suis Ouais. sûr que non, tu vois? Enfin vraiment, je suis on me et donc je trouverais ça hyper intéressant, de faire une espèce d'étude où en gros, tu regardes est-ce que la note des mecs à l'oral, en fait, c'est corrélé d'une quelconque façon à quoi que ce soit, dans leur vie professionnelle. Ouais, Après j'avoue. et je Non, pense, j'avoue, juste ça serait zéro mec, juste, c'est sûr. C'est genre, non, c'est vrai que c'est intéressant. Et je crois que ça a été démontré que les oraux, ça pénalise les meufs. ah ouais, en plus? Ça, il y a eu des études, tu vois. Donc déjà, je pense que l'argument ultime, ce serait de dire juste que ça a strictement aucune corrélation avec les performances en études. Ouais, Donc là, ça te dirait juste, genre, c'est con pour qui que ce soit, homme, ouais. femme, chien, tu vois. Et il y a un deuxième argument qui est de. Apparemment, ça a été démontré. J'avais lu des trucs que, genre, en fait, les meufs, elles performent beaucoup moins bien aux oraux. Ouais. Parce qu'elles ont pas la gouaille, je sais pas, il y a des problèmes de confiance en soi. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas envie de m'avancer, tu vois. Mais Mmh. ça s'explique, quoi. Et du coup, juste, ça pénalise les meufs, quoi. OK. Beh, moi, je suis persuadé que ça genre, ça sert à rien. Après, je voilà et genre, tu sais, à chaque fois que tu dis ça à des profs, ils font: «Mais non, on voit bien, machin» et tu là: «Non, mais vous voyez rien du tout» et Bah, en fait, ouais, ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a, bah, ça rejoint ce qu'on dit, genre, c'est sur le fait exactement de ouais, c'est pour l'ego, ça, ouais. genre, si machin. Et il y a un côté aussi, une question de. Bah, c'est un peu la même théorie, c'est genre, il y a l'ego, donc le fait d'avouer que t'as tort, enfin, ou que quelque chose qui fait partie de ton identité est caduque, c'est très dur. Et que tu as Et fait il y a ça aussi pendant le. des années et machin et en fait, ça Exactement. sert à Et il y a rien, aussi le côté, genre, c'est un peu un renoncement à une forme de pouvoir, quoi. Oui, il y a ça. Donc, Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord, ouais, ouais. tu vois qu'il y a un autre argument, quoi. T'as la première facette de l'ego qui est de dire, bah, ça Mmh. fait partie de mon identité et t'es en train de fissurer mon identité en disant que c'est de la merde. Mmh. Et il y a le deuxième truc, c'est que j'ai un petit pouvoir à mon échelle que j'apprécie et t'as envie Ouais. de me l'enlever en systématisant le truc, ou en le faisant faire par un ordi, ou en le faisant faire derrière une Mmh. copie, et c'est moins marrant pour moi, tu vois. Ouais, j'avais pas pensé à celui-là. Ouais, c'est pas mal le truc du pouvoir, ouais. Ouais, ouais et donc, bah, là, si on continue, sur ce sujet-là avec les analystes financiers, donc lui, il avait dit, il a dit: «J'ai mis la main sur le saint graal», parce qu'il a mis la main sur une feuille de calcul qui résumait, les résultats de 25 courtiers sur 8 ans et Ok. évidemment, tu sais, la boîte, elle distribue des primes, aux meilleurs courtiers chaque année, donc c'est ceux qui ont fait le plus de thunes.
Et donc, il a pris la feuille Excel et il a fait des calculs pour voir si tu pouvais prouver que certains avaient plus de talent que l'autre, que les autres. Euh, et du coup, bah, si c'est ça, du coup, tu trouverais que c'est pas juste du pur hasard en fait d'avoir des bons ou des mauvais résultats. Donc évidemment, lui, il s'attendait à ce que le talent soit quand même très limité. C'est-à-dire qu'en gros, un mec qui a des bons résultats une année, en gros, ça soit très peu corrélé avec le fait qu'il ait des bons résultats une autre année. Et quelle ne fut pas sa surprise quand il découvrit que, quoi, à ton avis? Quand tu découvris que bah, qu'il y a zéro corrélation. Bah, c'est zéro, ouais. Ouais. C'est purement aléatoire, les résultats des courtiers. Et donc, en gros, ça revient à dire que connaître la performance d'un courtier sur une année ne permet absolument pas, donc à 0%, donc de prévoir sa performance sur une quelconque année parmi les 8 ans de données qu'il avait. Mais Euh, après, mais sur plusieurs années. C'est-à-dire, bah là, il a des données sur 8 ans. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que genre, si tu prends la performance d'un courtier sur une année, tu te dis, ok, le fait qu'un courtier, c'était le number one sur 20 sur une année, Ouais, ça te démontre rien sur les années suivantes. Ça, ok, je veux bien l'accepter. ouais, Mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, dans les performances financières, genre que ce soit de fonds, des fonds ou des placements ou des traders, etc., ouais, on dit, bah, en moyenne, ce trader-là ou ce fonds-là, il a surperformé le marché de 3% ouais, pendant les 20 dernières années. ouais. Bah, Tu vois, et du coup, vu que la période d'observation est plus longue, peut-être que c'est de la merde, hein. Genre, moi, je suis le premier à kiffer chier sur la finance. Mais en tout cas, c'est sur une période d'observation beaucoup plus longue. Tu dis, genre, ouais. sur les 15 dernières années, le fonds BlackRock Mhm. versus le SP 500 ou la bourse américaine, elle a fait genre plus 15% sur les 15 dernières années en tout, ou genre plus 70% en tout sur les 15 dernières années. Mhm. Bah, BlackRock, il a fait plus 85%, donc il a consistently outbeat the market by X% over the past years. Tu vois. Ouais, bah en fait, ça, c'est une vraie question que je me pose et qu'on pourra se poser à la fin de la partie. C'est quoi, euh, à quel point ils servent à quelque chose et à quel point ils servent à rien. Et je trouve que j'ai pas bien compris à la fin de cette partie Ouais, exactement où était le curseur, parce que j'avoue, moi, ça m'intéresse beaucoup. J'aime bien chier sur la finance aussi. Mais tu vois, il parle d'une autre analyse qui aurait montré que 2 fonds de placement sur 3, donc des pros, sont en moyenne en dessous des performances de l'ensemble du marché. Tu vois? oui, bah, Donc peut-être ça ça répond à ta par, question. ouais, mais ça par contre, c'est possible. Ça, je suis complètement d'accord. Ouais, Parce que tu vois, genre, la plupart des gens qui sont pas financièrement lettrés, ouais, ils prennent les performances d'un fonds ou d'un placement juste comme ça dans l'absolu. Ils disent, ah, bah, ce truc-là, ça me fait plus 3% par an, c'est stylé. ouais, Mais en fait, la base de comparaison standard, ouais, c'est par rapport au marché. ouais, Et en fait, tu compares pas juste dans l'absolu, c'est stylé, plus 3%. Tu dis, bah, le ouais, marché, le CAC 40, en gros, c'est-à-dire si j'avais pris un indice du CAC 40 et j'avais rien fait, juste j'avais mis dessus et j'avais rien branlé, ouais, est-ce que j'aurais mieux fait que ce placement-là? ouais. Et effectivement, très souvent, juste le marché tout seul, donc c'est-à-dire le marché tout seul équivaut à rien branler, Mmh. c'est mieux que le placement de Jean-Michel Trader. Tu vois. Oui, exactement. Et il cite une analyse d'un gars qui s'appelle Terry Odean. Et en gros, il a regardé les comptes de placement, enfin de courtage, mais là, c'était des investisseurs particuliers, du coup, de 163 000 quand même. Et tu sais, il s'est intéressé au moment où les gens vendent des actions pour en acheter d'autres à la place. Donc, c'est un moment où tu te dis, OK, celle-là, c'est de la merde et celle-là, elle est mieux. Et en gros, la moyenne de tout ça, ça équivaut à 3,2% de pertes par an. Donc, en gros, si Ouais, tu faisais rien, ou il dit si tu prenais un chimpanzé et que tu faisais les transactions au hasard, en gros, tu ferais mieux, quoi. En gros, tu ferais la performance du marché, quoi. ouais. Donc, Non, ça pour le coup, c'est vrai. ouais. Ça, pour le coup, c'est vrai. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans les marches, dans Dans les pros. c'est ça, les placements ou les Mm, fonds qui battent le marché pendant un certain nombre d'années. mm. Est-ce que c'est pas la même chose que ton courtier ou juste il a eu de la chance pendant telle période et en fait après c'est de la merde? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, mais en fait, moi, je suis comme toi, j'ai vraiment envie de leur chier dessus, mais en fait, je trouve qu'à la fin du chapitre, enfin, je pense qu'en gros, il faudrait lire les études Ouais, qui sont tu sais, en alinéa dans le bouquin pour bien comprendre ce qu'ils ont fait. Donc, si vous me les demandez dans les commentaires, je vous les filerai. Mais tu vois, typiquement, sur les marchés là, qui sont 2 fonds de placement sur 3 sont en dessous des performances du marché. Tu vois, tu sais, ce qui est possible aussi, c'est que en gros, pendant 10 ans, ça soit au-dessus des performances du marché, je dis n'importe quoi. oui, après ça est Et craché. après, tu as un Black Swan ou un machin, un signe Ouais. noir là, de Nassim Taleb, et après, ça crache. Et donc, sur 20 ans, finalement, en fait, bah, tu t'es fait niquer, quoi. Donc, Oui, ça, c'est ça, ça, ça. ça rentre en jeu aussi dans l'analyse, j'imagine. Mais ça, je suis d'accord. Je pense qu'effectivement, tu as la côté quelle période d'observation tu prends. Donc, en gros, combien Exactement, d'années, ouais. combien de mois, machin. Et il y a aussi, c'est quoi ton début et c'est quoi ta fin. Ouais.
Et ça, j'ai pas Et tu vois, l'info, tu genre, vois. et effectivement, comme tu dis, genre, si tu Mm. prends ta fin en pleine crise du Covid, là, en mars d'il y a 2 ans, Ouais, bah juste le fond, il est nickel. Enfin, tu vois ce que je veux dire. ouais, c'est ça. Et donc, effectivement, en fait, il y a une question de méthodologie sur ces trucs-là. Mais je pense qu'il y a dû avoir des méthodologies un peu robustes qui sont élaborées, tu vois. Mm. Mais c'est vrai que, genre, effectivement, la période d'observation et ton début et ta fin, genre, jouent du tout au tout sur la perf que tu affiches, quoi. Ouais, bon, du coup, si ça vous intéresse, je vous donnerai les références en commentaire. Mais effectivement, ouais, en tout cas, lui, globalement, dans le chapitre, il leur chie dessus. Et, euh, et ce qui est drôle, les anecdotes un peu croustillantes, c'est tu sais, après, il va voir les dirigeants du cabinet, donc ceux qui distribuaient des primes là, aux 25 courtiers. Et il leur dit, déjà, il leur demande, à votre avis, à quel point la performance est due au talent et à quel point elle est due à la chance. Et donc les dirigeants, ils font pas très élevé, la performance est changeante, c'est certain, tu vois. Mais en fait, ils n'avaient pas imaginé que c'était juste du pur hasard, en fait. Donc ils distribuent les primes juste euh, au, Ouais. au pur hasard. Et voilà, et lui, ce qui l'a choqué, c'est qu'il dit ces découvertes ont été mises dans un coin et la vie a continué comme avant. Et en fait, il dit l'illusion de talent est profondément enracinée dans la culture du secteur. Et remettre ça en cause, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, ça serait tout chambouler. Et l'esprit ne peut pas digérer ce genre d'informations. Donc tout doit continuer comme avant. Et même quand il a confronté les courtiers en question sur le truc, ils étaient vachement sur la défensive. Et l'un a dit j'ai obtenu des résultats excellents pour le cabinet et personne ne pourra dire le contraire. Et lui, il dit bah si, justement, là, je te démontre le contraire, en fait. Bah oui, oui. Mais Voilà. après, genre, je pense qu'il y a le côté, effectivement, genre, est-ce que c'est du talent ou est-ce que c'est totalement aléatoire? Et moi, je veux bien accepter que c'est totalement aléatoire. Enfin, même, il l'a plus ou moins démontré, tu vois. Euh, Mais le truc, c'est qu'il mais compare pas des pros à des particuliers, ça me jette un peu. ouais, c'est ça. Mais il y a le côté aussi, peut-être que, en fait, toi, en tant que business, le fait que tu distribues des primes ou un variable, c'est pas uniquement pour valoriser le talent, c'est une question de motivation, en fait. C'est juste que, tu sais, c'est comme un commercial, genre, tu veux qu'il s'investisse à fond et que tous les jours, il soit comme un mort de faim à essayer de choper des prospects, etc. Hmm. Et que du coup, tu lui donnes un variable. Enfin, tu vois, il y a toute une théorie derrière le mode de rémunération. Et je pense que le fait de donner un variable, c'est pas pour détecter les talents, c'est principalement pour t'assurer un niveau d'investissement et d'effort et de motivation qui est au-dessus d'un certain plancher. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est juste que si je comprends le chapitre dans le sens où les gens servent à rien et tu mets un chimpanzé qui fait des trucs au hasard et ça marche quand Oui. même, ça redevient bizarre. Mais je suis d'accord avec toi. Enfin, j'ai pas la réponse. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Euh, Et donc, pourquoi ils ignorent ce qui servent à rien, qu'ils servent à rien, c'est ce que tu disais. Donc, en gros, il faut des compétences de haut niveau pour faire ça. Ils consultent plein de données, ils consultent les prévisions économiques, ils examinent les bilans financiers des boîtes. Donc ça, il faut vraiment avoir des compétences pour faire ça. Et ça te donne l'impression que ce que tu fais, ça marche, comme les militaires et la poutre. Mais juste, Daniel Kahneman, il dit apparemment, de savoir tout ça et de faire tout ça, ça suffit pas pour prévoir si le prix d'une action est trop élevé ou trop bas, en fait, tout simplement. Donc c'est pas parce que tu te déploies X quantité d'énergie et de savoir-faire que, en gros, ça te permet de savoir si une action est trop basse ou trop haute. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, un deuxième point, qu'il y a une forte culture professionnelle. Voilà, on sait très bien que les gens peuvent croire à des inepties s'ils sont entourés de plein de gens qui croient à les mêmes inepties. Donc, c'est deuxième raison qu'il cite. Et donc, voilà, ça, c'est un chapitre, moi, qui m'a marqué quand même. Ouais. Euh, Non, je suis d'accord. Et puis, ça renforce le fait de. En fait, le fait de traîner d'avoir un entourage qui est un peu diversifié, quoi. hmm, c'est Tu ça, te ouais. dis, en fait, ça m'empêche de devenir un connard, quoi. Hmm. Et tu vois, enfin, on peut aller plus loin aussi. Une fois qu'il avait fait ça, il s'était dit, ok, mais euh, maintenant, si je vous pose les questions, choisissez-moi une action qui est en gros sûre à 90%, elle va augmenter. Et choisissez-moi une action sûre à 90% qui va baisser. Tu vois, il leur demandait de faire ça pour évaluer leur niveau de, comment dire, est-ce qu'ils savent en gros est-ce qu'ils évaluent bien la confiance qu'ils ont dans ce qu'ils décident. Parce que je trouve que tu pourrais te dire, tu sais, les courtiers, ils y arrivent pas et ils font nimp et machin. Mais si après tout, ils savent que ils ont pas un grand niveau de confiance dans ce qu'ils font, pourquoi pas, tu vois. Mais là, le but, c'était d'évaluer est-ce qu'ils ont confiance dans ce qu'ils font. Et donc, si l'action où ils avaient dit il y a 90% de chances qu'elle augmente, si elle baisse, et inversement, hein, c'était considéré comme une surprise. Et donc, normalement, tu devrais t'attendre à avoir 20% de surprise. Parce que chaque fois, il y a 10% de chances que Ouais. ça
ça foire. Et donc, il y a eu combien de surprises? Il y en a eu 67% au lieu des 20%. Et donc, la conclusion, c'est que les directeurs financiers sont beaucoup trop confiants dans leur capacité à prédire le marché. Et il rajoute un truc marrant, c'est qu'il dit, d'ailleurs, vu la culture du milieu, s'ils avaient dit qu'il y a 80% de chances que l'indice boursier se situe entre moins 10 et 30% l'année prochaine, et moins 10 et 30%, ça équivaut à la vraie mesure de la vraie incertitude selon l'étude, Daniel, il dit, il serait sorti de la salle sous les colibets. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, le moins 10 plus 30%, c'est l'intervalle réel qui représente la magnitude de leur ignorance, tel qu'il a été mesuré dans l'expérience, mais c'est inacceptable pour un pro de la finance de dire que c'est ça la magnitude de ton ignorance. C'est ouf. En gros, oui, en gros, tu te dois de fanfaronner, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, sinon t'es. Ouais, oui, je comprends. Ouais. Donc c'est marrant. C'est marrant. Après, le truc, c'est que. Ouais, oui. Mais ça, je trouve que ça s'observe dans n'importe quel corps de métier, enfin, dans n'importe quelle entreprise, dans le sens où, quand tu es considéré comme expert de ton domaine, d'avouer une forme d'ignorance ou un niveau de méconnaissance dans ton domaine précisément, c'est inaudible en fait pour les gens, tu vois. Genre même moi toi dans ton domaine de compétences ou genre moi, genre je sais pas si tu vas dire dans ta boîte moi en optique j'y connais pas, enfin tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu commences à Ou mettre tu des inter. non, Ouais. enfin tu vas pas dire j'y connais pas grand chose, tu dis je m'y connais, mais en fait ce que je dis il y a une probabilité assez élevée que ce soit faux, enfin tu vois ce que je veux dire. Ouais. Genre, Le truc, je pense, c'est que ça dépend aussi du corps de métier, parce qu'il y a des corps de métier où, en fait, tu peux, comment dire, tu démontres quoi. il y a des corps de métier où c'est plus ou moins aléatoire, en fait, malheureusement. Ouais. Donc, Oui, c'est vrai que dans toi, genre, de fait, l'expérience, elle marche, quoi. Genre, je sais pas, imagine les mecs chez SpaceX d'Elon Musk qui envoient des fusées, genre, tu vois, le mec, il est passé par Jean-Michel à peu près, tu vois, enfin, c'est juste, il envoie la fusée, quoi. ouais, soit la fusée, elle part, soit Ouais, elle part voilà, pas. ouais. Abandonné. Il est pas là, genre, ouais, ça va partir aléatoirement. Donc, mais juste pour rejoindre ce que tu dis, c'est, tu sais, il y a enfin, on l'a cité 50 fois, tu sais, il y a l'expérience super connue de Philippe Tedlock, là, où il avait interviewé environ 300 commentateurs des tendances politiques et économiques. Et tu sais, il leur a posé des questions sur le futur. Quel pays sera le prochain pays émergent? Machin va-t-il entrer en guerre? Comment parvenez-vous à vos conclusions? Je sais pas quoi. Est-ce que ça va augmenter, rester égal ou baisser? Et tu sais, c'est vachement connu parce qu'il avait attendu 20 ans pour voir qui avait bien deviné. On avait déjà parlé de ce truc-là. Et, et donc, 20 ans après, il a constaté que les résultats, justement, sont désastreux, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs auraient mieux fait de tirer les réponses au hasard, alors que c'est leur taf. Et, c'est marrant parce que quand tu leur demandes de commenter les résultats, ils t'expliquent que ah, mais c'est parce qu'il y a un truc imprévu qui est arrivé, ils se sont trompés pour des bonnes raisons, tout ça, tu vois. Ouais. Et, pour rejoindre ce que tu disais, pour illustrer ça, il parle de la fable du hérisson et du renard. Et dans cette fable, les hérissons connaissent une grande chose et ont une théorie sur le monde. Ils expliquent des événements particuliers dans un cadre cohérent, fulminent d'impatience envers ceux qui ne pensent pas comme eux et sont sûrs de leurs prévisions. Une prédiction manquée chez les hérissons est seulement décalée dans le temps, ou presque juste. Ils ont des opinions claires et compréhensibles, soit exactement ce que les producteurs de télévision aiment voir dans leurs émissions. Deux hérissons représentant chacun un camp dans un débat, chacun s'en prenant aux idées idiotes de l'autre, c'est la garantie d'un bon spectacle. Et dans l'expérience de Philippe Tedlock, les hérissons, ils ont eu la pire note. Tu vois le truc ou pas? Ouais. Et dans la fable du hérisson et du renard, t'as les renards, et les renards, du coup, ils sont stylés, tu vois. Enfin, dans l'expérience de Philippe Tedlock, même s'ils sont pas très bons, les renards, ils se sentirent quand même mieux. Voilà, il dit que c'est des penseurs complexes, ils pensent pas que la marche de l'histoire est régie par une seule grande chose. Ils reconnaissent que la réalité est le fruit de l'interaction de nombreuses forces, y compris de la chance aveugle, et que ça produit souvent des résultats aussi importants qu'imprévisibles. Donc ça, je trouvais ça marrant, les hérissons et les renards. Et en fait, c'est quoi comme biais cognitif? C'est un biais cognitif, tu sais, c'est l'histoire de, Nassim Taleb, il en parle dans Black Swan.
il dit qu'on a tendance à regarder le passé et à construire des récits cohérents. Donc tu sais, tu vas te Oui, dire, en fait, si oui. l'histoire elle est comme ça, c'est pas par hasard, il y a une marge de l'histoire, Oui, c'est c'était sûr le, que la Russie allait finir par attaquer l'Ukraine, tu vois? Genre, ouais, c'est le justification effect, ça s'appelle, ou un truc comme ça. ouais, 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 bah, en fait, c'est ça en fait, là, ça recoupe avec plein d'autres biais cognitifs, j'ai Ouais. l'impression, mais voilà, lui, il dit: «C'est le truc de la marge de l'histoire», heu et en fait, il dit que c'est pas vrai du tout. Enfin, si l'embryon d'Hitler, par exemple, ça avait été une femelle, juste ça aurait tout changé, quoi. Et il y aurait pas eu probablement juste un autre Hitler. Enfin, les gens, je sais pas pourquoi, ont l'air de se dire: «Bah, il y aurait eu un autre gars, qui aurait Ouais. fait pareil» et en fait, lui, il dit que ça, c'est une illusion et en fait, de croire ça sur le passé, en fait, ça fait qu'on fait de grosses erreurs sur le futur et ça fait que tous les hérissons, experts là, en fait, ils disent que de la merde, en fait, quand tu leur demandes. Ouais. Ouais, je vois, oui, c'est ça. Bah, en fait, ouais, on a tendance à vouloir. Bah, en fait, je trouve que enfin, le biais cognitif, l'erreur qu'on fait de manière un peu générale, et je trouve, si on résume, c'est genre juste on réduit l'importance de l'aléatoire dans notre existence, quoi. Ouais, là, c'est vachement ça, ouais. En fait, je trouve que c'est dans plein de débats ou dans plein de biais, c'est genre. En fait, on n'aime pas l'aléatoire quand on veut croire qu'on a du contrôle, on veut croire au libre arbitre, on veut croire que ouais, c'est ça qu'on mène notre existence de la manière dont on le souhaite, tu vois. Mmh. Et en fait, concrètement, on sait que c'est genre très fortement la chance et l'aléatoire qui mènent notre existence, quoi. Mmh. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant parce que c'est au-delà des biais cognitifs, ça rejoint toute la problématique tu sais, des inégalités et des répartitions de richesses, tu vois. Mmh. Et en fait, genre, quand t'interroges, j'avais lu, tu sais, genre, les États-Unis, il y a un institut de sondage, je crois que c'est Gallup, ou j'ai oublié, aux États-Unis, qui fait, genre, tous les ans, ou tous les X années, un grand sondage sur les opinions des Américains, tu vois. Mmh. Et c'est un truc qui fait un peu référence et qui est assez bien fait, il pose plein de questions, etc. Et tu vois, genre, et par exemple, quand tu demandes aux gens, genre, est-ce que vous pensez que votre niveau de richesse ou votre confort de vie, il est dû à votre effort ou il est dû à de la chance, tu vois? Enfin, j'ai oublié comment était formulée exactement la Ouais. question. Et en gros, genre, plus t'es riche, plus tu dis que c'est dû à ton effort. Mmh. Et plus t'es pauvre, plus tu dis que c'est lié à la chance, tu vois, Ouais, d'accord, ouais. à l'aléatoire, tu vois. Et en fait, concrètement, la vraie réponse, c'est que c'est grandement lié à l'aléatoire, tu vois. Mmh. Et, enfin bref, genre le fait de nier la part d'aléatoire dans notre existence, je trouve que ça a pas mal d'effets néfastes, bien autres, enfin, qui vont bien au-delà de mauvais choix qu'on fait au quotidien, qui sont genre, je trouve que ça induit du manque de solidarité entre les gens. Mmh. Parce que du coup, tu rentres dans de l'individualisme et tu deviens, genre en anglais c'est entitled, tu vois. Tu Mmh. deviens genre, tu crois que tu mérites ce qui t'arrive, tu vois. Mmh. Et à l'inverse, tu penses que les autres, les gueux, ce qui leur arrive, ils le méritent aussi, tu vois. Euh, et tu vois, genre, bref, je diverge, tu vois, mais genre, je trouve que enfin, pour moi, c'est très important le fait d'accepter et d'intégrer le fait que notre vie est très grandement régie par de l'aléatoire. Mmh. L'endroit où on est, qui sont nos parents, machin, tout ça, enfin, une infinité de choses qu'on n'a pas choisies. Et que, en fait, une fois que tu as compris ça, je trouve que tu deviens beaucoup plus solidaire et beaucoup plus sympa avec ton prochain, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai et d'ailleurs, à un moment, il cite toutes les stats, de tu sais, je sais pas si c'est les gars qui se sont lancés dans une entreprise solo et de combien ont réussi Ouais, et en fait, c'est très bas, mais quand tu demandes au gars, lui, selon lui, c'est quoi la probabilité que lui, il réussisse? En fait, lui, il met une probabilité super haute et mais en même temps, il dit que si les gens pensaient pas comme ça, est-ce qu'il y aurait vraiment beaucoup d'entreprises innovantes? Tu vois? Si à chaque fois, ils se disaient que c'est aléatoire. ouais. Donc, ouais, ça, c'est juste pour nuancer un peu. C'est vrai que c'est vrai que c'est marrant Non, mais c'est de ça. s'intéresser à ça. Ouais, en fait, je pense qu'il y a des fois où, genre, il est utile de s'illusionner soi-même, tu vois, d'être Oui, naïf c'est ça, ouais. pour des Ouais, raisons de motivation, etc. Il y a des fois, genre, tu ouais, peux dire, je choisis de m'en foutre de la vraie vie, ouais, et juste, ça me rend heureux de m'investir là-dedans, et je le fais, tu vois. ouais. Donc ça, pour moi, c'est pertinent. Mais tu vois, sur tout ce qui est tous les trucs de politique publique ou de répartition de richesse ou de machin, tu vois, il y a des fois où, genre, juste, il faut aussi accepter le fait que, genre, tu vois, genre, si t'as un SUV et si tu manges à ta faim et si machin, c'est pas parce que tu le mérites, c'est juste parce que t'es né hal. Et genre, tu vois Ouais, ce que je veux dire? Et ça, en ouais, fait, ça, genre, à chaque fois, je suis genre subjugué par le nombre de personnes qui refusent de l'accepter, tu vois. Genre, je fais un sondage dans ton entourage, etc. Genre, en fait, c'est pas du tout une évidence et c'est pas du tout.
une opinion communément admise que genre ton confort de vie et ton niveau de vie et ton niveau de richesse, il est genre à plus de 90% aléatoire, tu vois. Ouais, mais je me souviens, tu m'avais dit que tu avais discuté avec un pote et que vous étiez dans la rue et qui, ça, je sais pas, ça m'avait marqué et qui te disait, il te regardait et il te disait, regarde, j'ai un libre arbitre, je prends ce bout de papier et j'ai le choix de pas le mettre à la poubelle et là je le mets à la poubelle et je me souviens, ça m'avait marqué, tu m'avais dit ça. Ouais, non, mais, Je sais plus dans quel mais, épisode. mais ouais, c'est ça, mais genre, Mais mais alors, même, enfin, je trouve une fois que t'as compris, enfin, juste c'est implacable, il y a pas de, tu vois, enfin, je sais pas. ouais, ouais, c'est implacable, mais c'est un truc. Enfin, ouais, voilà. Bon, en tout cas, j'encourage les gens, faites un sondage autour de vous, demandez aux gens s'ils méritent leur niveau de confort ou quelle est la part de chance ou d'aléatoire Ouais. dans leur niveau de vie. Mm. Et regardez leurs réponses. Tu vois. Mais voilà, genre, et en fait, la plupart des gens répondront, mais non, j'ai choisi quand même, il y a assez, c'est 50% d'aléatoire. Ouais, d'accord. Ouais, vas-y, je vais essayer. Euh, donc là, on va rentrer dans la partie des biais cognitifs qui sont plus liés à son prix Nobel d'économie. Même si ça reste des biais cognitifs. Et en gros, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il va démontrer qu'il ne faut pas considérer les humains comme des agents économiques rationnels. Dans le langage économique, ça s'appelle des icônes. Donc ça, c'est des E-C-O-N-S. Et donc les icônes, c'est apparemment les espèces de simulations d'humains qui sont censés être super rationnels, qu'on utilise dans les modèles économiques. Donc en gros, c'est la partie qui compare les vrais humains aux icônes. Euh, et donc, voilà. On peut commencer avec une bonne illustration de ce truc-là qui s'appelle l'effet de dotation. Et donc, en gros, c'est le mal qu'on a à se séparer d'un objet qui coûte cher. Non, pardon, non, pardon, c'est se séparer d'un objet, ça coûte cher. Il y a un coût à se séparer d'un objet. Et donc, pour t'illustrer ça, Georges, en gros, je peux t'expliquer. Tu sais, imagine, on te propose de tracer une courbe ou alors de faire un tableau, c'est pareil, dans lequel tu dirais, pour un taf donné, pour un poste donné, tu dis combien tu acceptes de salaire et de nombre de congés. Tu vois. Donc, en gros, peut-être que tu vas te dire que j'accepte, je sais pas, 60 000 euros de salaire et 30 jours de congés. Tu vois. Et après, tu mets à côté, bah, j'accepterais aussi 55 000 euros et 40 jours de congés. Toi, tu dis, pour moi, c'est équivalent. Ensuite, tu dis 53 000 euros, mais 50 jours de congé, j'accepte. Tu vois. 52, mais 60. Tu vois. Et en gros, tu fais en gros toutes les combinaisons de tout ce que tu accepterais pour prendre ce poste. Et donc, c'est censé être strictement équivalent et ça s'appelle une carte d'indifférence. Je ne sais pas si tu vois un peu le concept. Quoi. Ok. Ouais. Et donc, ça, c'est en gros, si tu es un icône, donc un agent rationnel, ça marche bien. Mais maintenant, imagine que tu travailles pendant 1 an avec 60 000 euros de salaire et 30 jours de congé, et qu'on te propose de passer à 52 000 euros et 60 jours de congé, bien que les deux valeurs étaient dans ton tableau d'équivalence, hein, tu vas refuser, parce que la perte de salaire t'est insupportable. Tu vois. Et inversement, si tu travailles pendant 1 an à 52 000 euros, 60 jours de congé, tu refuseras de passer à 60 000 euros et 30 jours de congé, parce que la perte de congé va être insupportable. Donc bien que, au départ, dans le tableau, tu avais mis tous les trucs qui étaient complètement équivalents, 1 an après, vu que la perte a un coût, en fait, le tableau d'équivalence marche plus, en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? D'accord. Ok. Ouais, si, je vois. En gros, genre, toi, tu fais tes calculs dans ta tête, machin, mais dans ton calcul, tu prends pas en compte que la notion de perte accroît ton coût de 10%, tu vois, j'en sais rien, genre, Exactement. disons on te propose le nouveau choix où tu perds 8 000 euros de salaire, Ouais. mais en fait, tu perds plus 8 000 euros de salaire, tu perds 9 000 parce que juste la perte vaut 1 000 euros dans ta tête, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc ça, du coup, ça ne marche pas dans les modèles économiques. Tu vois, tu peux pas. Enfin, en gros, ça c'est un premier trou dans la raquette. Euh, Ouais. et pour illustrer cet effet, ils ont également fait des expériences où, tu sais, tu donnes une espèce de jolie tasse avec le blason de l'école à des élèves, et ensuite des gens viennent pour t'acheter la tasse. Et tu vois que la tasse, les gens, ils la vendent en général pour 7 balles. Tu vois. Tu leur affiles la tasse, ils sont contents, ils la trouvent belle et ils la vendent pour 7 balles. Mais dans un autre cas, tu peux dire aux gens, soit tu repars avec une tasse, avec le blason de l'école, ou soit tu repars avec de l'argent. Ouais. Et dans ce cas-là, les gens, ils repartent en moyenne avec 3 balles.
Ouais, je vois. Et c'est strictement pareil, tu vois. C'est juste. Ouais. Voilà. Mais c'est juste que dans le premier cas, tu leur as donné la tasse, ils ont kiffé, ils étaient contents de l'avoir. Et le fait, et le fait que de la perdre et de la reprendre, en fait, ça a un certain coût. Euh, Ouais, je comprends. C'est quand, c'est que, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on interprète, enfin, notre cerveau considère une perte plus comme cher. quelque chose de beaucoup plus grave qu'un gain, tu vois, par Ouais, exemple. exactement. Exactement. Euh, Exactement. Et ça, tu sais, c'est pareil. Il dit si tu as acheté des billets de concert pour 200 €, imagine que tu es un vrai fan et que tu aurais été prêt à payer jusqu'à 500 € pour les billets de concert. Et imagine un jour avant, les billets se revendent sur Internet à 3 000 €. Bah, un icône, il aurait vendu son billet, tu vois, parce Ouais, que il a été prêt à payer que 500 € pour le truc. Sauf que toi, tu vends pas, tu vois. ouais, Voilà, ça marche pas comme ça. Euh, et d'ailleurs, cette espèce d'aversion à la perte, elle est dans la loi. Tu sais, si t'es payé 9 € de l'heure dans une boucherie et que suite, je sais pas, à une hausse du chômage, bah, dans toutes les boucheries à côté, les gens commencent à te payer 7 € de l'heure, c'est interdit pour le patron de te baisser ton salaire à 7 € de l'heure. Euh, alors que quand tu demandes aux gens, imagine que tu te barres de la boucherie et que le patron engage quelqu'un d'autre, bah là, il aura le droit de le payer 7 € de l'heure, moralement, tu vois. Genre, c'est ouais. OK. Voilà. Donc c'est aussi inclus dans la loi, quoi, cette aversion à la perte. C'est assez marrant. Ça marche pareil avec les indemnités chômage, d'ailleurs. Tu sais, quand t'es vachement bien payé et que tu passes au chômage, les gens considèrent que c'est normal que t'aies le même salaire pendant un moment. Ouais. Parce que Oui, mais ça, enfin, aversion à la ouais. perte, quoi. Ouais, mais ça, enfin, je sais pas si on peut le corréler à une aversion. Enfin, ça va être corrélé à d'autres trucs, quoi. Ça va être corrélé au fait que tu as un certain niveau de vie et que du coup, tu as câblé ton niveau de dépense par rapport à ton niveau de revenu. Et que du coup, si du jour au Ah, lendemain moi, je le ou voyais vraiment comme ça, ouais. tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ouais, moi, je le Mais voyais comme ça. ce que je veux dire, c'est que ça a une justification aussi Hmm, rationnelle, quoi. je suis d'accord, ouais. C'est que genre, tu vois, tu as un certain niveau de revenu, du coup, tu t'es fait trois enfants avec un loyer qui a un certain niveau. Si du jour au lendemain, on te l'enlève, bah, en fait, tu te retrouves à la. Enfin, bref, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc là, on va faire un petit jeu. Imagine, Georges, tu as été exposé à une maladie. Et en gros, si tu la contractes, ça entraîne une mort rapide et sans douleur dans l'espace d'une semaine. Et Rapide et sans douleur. rapide et sans C'est douleur. ça. Ben, c'est ça l'énoncé du test. Et la probabilité que tu déclares la maladie est de une chance sur 1000. Ok. Ok, Un vaccin existe, mais il n'est efficace que avant l'apparition des premiers symptômes. Ok. ok. Donc, il faut le prendre avant. Quel est le prix maximum que tu serais prêt à payer pour le vaccin? Ok, t'as compris? C'est-à-dire qu'en gros, on t'a Ouais, exposé à une maladie, t'as une chance sur 1000 de l'avoir. de l'avoir. Du coup, tu dois prendre un vaccin. Tu payes combien pour le vaccin? Ouais. Donc là, je dois répondre. Ouais. Putain, c'est trop chiant ces trucs-là. Franchement, j'en sais rien. Putain, une chance sur 1000. Vas-y, faut que j'aille au chiottes. On va couper, réfléchis pendant que je Ouais. réfléchis. C'est bon, on est là. Tu payes combien alors? Bah franchement, bon, je vais donner une réponse parce qu'il le faut, tu vois. Mais, mais genre, j'ai énormément de mal à pricer, à donner le prix d'un Black Swan, tu vois. Genre des événements à très fort impact et à très faible probabilité. Donc Ouais, genre la mort à 1 sur 1000. ouais, J'ai énormément de mal à y donner un prix, tu vois. ouais. Parce que j'ai envie de donner un prix de merde parce que c'est à très faible probabilité. Mais en même temps, t'es tiraillé parce que tu te dis, ouais, mais quand même, je meurs. Non, mais et du coup, juste, genre mon cerveau, il stack overflow, tu vois. Et du coup, je sais pas, je vais dire que je donne 1000 euros, tu vois. Mais en fait, c'est complètement aléatoire, tu vois. Ok, ok. Non, non, mais c'est ok. Ça marche. Moi, je pense que c'est le même ordre de grandeur. Ouais. Euh, donc voilà, donc juste pour que les gens comprennent, si le vaccin il coûte 2 000 €, du coup, là, on paye pas, quoi. Mais tu vois, genre là, je donne 1000 euros, c'est un peu un truc d'ancrage aussi, parce que tu m'as dit c'est 1 sur 1000, du coup, je donne 1000 euros. Enfin, tu vois, c'est Non. complètement. c'est- Ouais. Euh, ouais, c'est ça. Mais je sais pas, non, ça me paraît bien. Enfin, je sais pas, moi, j'aurais dit pareil, quoi. Tu vois, genre, je me Ouais. dis, c'est un truc où c'est pas trop relou, tu vois. Ouais. Voilà. Euh,
Donc voilà. Donc en gros, c'est envisager la possibilité de la mort n'est pas très agréable, mais le risque est faible. Voilà. Et il semble déraisonnable de se ruiner pour l'éviter. Et maintenant, imagine, on te dit, des volontaires sont nécessaires pour une étude sur la maladie qu'on vient de mentionner là. Et, Ok. et tout ce qu'on vous demande, c'est de vous exposer à une chance sur 1000 de contracter la maladie. Tu vois. Et t'as pas le droit de prendre de vaccin, évidemment. Quel Euh, enfer. Quel est le montant minimum que vous demanderiez en paiement pour vous porter volontaire pour ce programme? Donc, en gros, on te demande de Ouais. prendre, voilà, de recevoir de l'argent, mais d'avoir une chance sur 1000 de mourir. Je vais pas te faire chier à te redemander Ouais, de mais je l'argent, demanderais plus que 1000 euros, mais tu clairement. demandes plus que 1000 euros. Et Ouais, je demande genre au moins 10 000, tu vois. voilà. Bon, toi, tu demandes 10 000, mais en gros, eux, ils ont trouvé que c'était un ratio de 50 pour 1. En Ouais. général, quand tu fais la moyenne sur tout le monde. Et ça, c'est quand même un truc de ouf. Et en gros, si tu regardes au niveau des icônes, bah, les icônes, eux, donc les humains rationnels des modèles économiques, eux, ils payent pareil pour les deux situations. Tu vois. Ouais. Et ça, Ah, c'est c'est quand même un vrai que truc de ouf, tu vois, c'est vrai parce que que c'est hyper intéressant comme truc. c'est un ratio C'est de ouf. 50, quoi. Mais c'est vrai que clairement, t'as pas envie de. Tu veux pas 1000 euros, tu vois, tu veux Ouais, beaucoup plus, quoi. ouais. C'est- Et je sais pas, il dit c'est l'effet de responsabilité, c'est-à-dire que dans le deuxième cas, juste t'auras trop le seum. Et du coup, pour éviter d'avoir trop le seum, tu demandes beaucoup. Voilà. C'est vrai que c'est ouf ça. Parce que Ouais. c'est genre, même en connaissant le billet, j'ai quand même envie de demander 10 000 euros, tu vois, au moins, Ouais, tu mais c'est vois. ça. Genre, Ça, c'est implacable. genre, Ouais, c'est implacable. Genre, c'est même, trop même fort. si tu me dis, genre, oui, d'accord, c'est pas rationnel, je m'en bats les couilles, je veux quand Ouais. même. Ouais, ouais, ça, c'est pas mal. Et il y en a un autre là qui est intéressant, c'est le fait que, tu sais, face à une situation de gain, tu choisis la sûreté et face à une situation de perte, tu choisis l'aléatoire. Donc en gros, je vais t'illustrer ça, Hem, imagine, on te propose, 50 de chances, de gagner, 100 €, mais tu as aussi 50 de chances de perdre 100 €, tu vois? Ouais. Ça, personne veut ça. Personne choisit ce truc-là en général. Heu, tout le monde dit: «Non, c'est mort». Et ce qui est rigolo, c'est qu'en général, il faut doubler le montant. Tu vois? Faut qu'on te dise, tu as 50 de chances de gagner 100 € et 50 de chances de gagner 200 € pour que les gens Ouais. acceptent ce genre de pari. Alors Et qu'Icon, tu lui donnes 101, il dit oui, tu vois. ouais, voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Donc celui-là, il est assez évident, mais il est rigolo, c'est qu'en gros, faut que quand enfin, en gros, l'ordre de grandeur, c'est de doubler le le prix. Heu, mais là, on va aller plus loin, encore une fois. C'est que là, il te parle, du problème de la maladie asiatique et ça, pour info, c'est genre giga connu. C'est un truc, qui est giga connu qu'ils ont fait. Il te dit, pour cette maladie asiatique, si le programme A est adopté, 200 personnes seront sauvées, sur 600. Et si le programme B est adopté, il y a une chance sur 3 que 600 personnes soient sauvées et 2 chances sur 3 que personne ne soit sauvé. D'accord? Et donc, apparemment, il y a une nette majorité de gens qui ont choisi le programme A, c'est-à-dire qu'ils préfèrent, l'option certaine. Donc il y a 200 personnes qui sont sauvées de façon certaine, à l'option aléatoire. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc ils choisissent, moi je veux être sûr de sauver 200 personnes et ça ne m'intéresse pas d'avoir une chance sur 3 de sauver 600 personnes. D'accord? Ouais. Euh, mais ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont présenté dans un cadre différent les deux programmes. Ils ont dit, si le programme A' est adopté, 400 personnes mourront. Et si le programme B' est adopté, il y a une chance sur 3 que personne ne mourra et deux chances sur 3 que 600 personnes meurent. Tu vois? Donc Hmm. ça revient strictement au même. C'est juste, Hmm. au lieu de dire vivront, ils ont mis mourront. Et là, tu as une nette majorité de participants qui ont choisi le programme B', c'est-à-dire qu'ils préfèrent l'option aléatoire à l'option certaine. Donc les gens veulent pas que 400 personnes meurent de façon certaine. Ils veulent quand même tirer les dés et faire en sorte que peut-être il y a 600 personnes qui sont sauvées, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, ça, on va plus loin que le fait de. On préfère l'aléatoire quand il y a une perte que la sûreté. Euh, c'est que les deux situations sont totalement équivalentes, mais quand même, on choisit différemment en fonction de comment c'est présenté. Et tu vois, ça, il l'a utilisé sur les professionnels du secteur de la santé aussi. Et ça marche aussi très très bien. Tu vois. Et il dit, il y a un espèce de silence gêné quand tu leur fais remarquer, quoi. Tu vois. C'est quand même un truc de ouf.
Ouais. Ouais, bah, oui, mais enfin, c'est pas exactement quand même la même chose, quoi. Parce que... Non, mais t'as quand même un cas où, genre, il est possible que personne ne meure, tu Bah, c'est pareil dans l'autre. Non, mais c'est strictement, enfin, fais-moi confiance, c'est strictement la même chose. Genre, dans le programme B, c'était une chance sur 3 que 600 personnes soient sauvées et 2 chances sur 3 que personne ne soit sauvé. vois. Ouais. Et le programme B prime, c'est il y a une chance sur 3 que personne ne meure. C'est pareil que, Ah oui, tu oui, oui, vois. oui. Non, oui, Non, les non, mais B c'est et les B' strictement la même c'est les chose. mêmes. Non, mais Oui, oui, non, mais les A aussi, c'est pareil. Les oui, A, oui, c'était oui. 200 personnes sont sauvées et A prime, c'est 400 personnes mourront. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais moi, j'étais encore en A versus B, mais en fait, il faut comparer les Ouais. B et les A, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais si tu veux, je pense que j'ai pas bien illustré le truc de l'aléatoire vs le comparé au sûr. C'est que tu sais, si on te dit, je sais pas, t'es sûr de gagner 500 euros, ou je te propose 50% de chance de gagner 1000 euros et 50% de chance de gagner zéro. Ouais, Tu sais, les gens, ils vont dire, bah non, je vais être sûr de gagner 500. ouais, ouais. Voilà. Alors que si on te fait le contraire, donc on te dit soit t'es sûr de perdre 500 euros, ou soit t'as une chance sur deux de perdre 1000 ou de perdre zéro. Bah, les gens Ouais. ils vont choisir l'aléatoire. Parce qu'ils Oui, disent, c'est bah, marrant. quitte à me faire niquer, juste autant choisir l'aléatoire. Donc ça, j'avais peut-être pas bien expliqué, mais ça c'est vraiment le face à une situation de gain, tu choisis la sûreté, et face à une situation de perte, tu choisis l'aléatoire. Et donc Ok, ça, tu ok. pourrais te dire, c'est logique. Tu pourrais trouver une justification un peu alambiquée, ouais, Ouais. c'est l'évolution, c'est le darwinisme, on préfère enfin, on évite les pertes, machin. Mais là, Ouais. dans la maladie asiatique, juste ça revient au même. Et juste, juste les gens, c'est des gueulements, tu vois. Ouais, j'avoue, c'est marrant. Ouais, Donc ouais, ouais. on va un cran plus loin avec la maladie asiatique. Ouais, en fait, C'est pour ça que c'est on hyper veut connu. vraiment pas la certitude de perte, quoi. C'est ça. Ouais, mais tellement que même quand c'est pareil, enfin, Même quand c'est la même chose. ouais, voilà. Ok. Donc, ouais, ça c'est juste pour conclure sur la partie qui oppose les icônes aux humains. Euh, il aime pas dire irrationnel parce qu'il il dit que c'est connoté, donc il dit non rationnel. Et donc on voit que, bah voilà, du coup, ça explique pourquoi il a eu son prix Nobel d'économie. En fait, voilà, il a exploré Ok. ces facettes-là de l'économie. Et ben, je te propose qu'on fasse la partie sur les deux facettes du mois, du coup, Yes. pour finir. Et on va parler évidemment de l'expérience célèbre de la coloscopie. Je sais pas si tu te souviens en quoi ça Non, mais... consiste. non, mais juste pour revenir sur le truc d'économie, enfin, je Ouais, trouve que c'est quand même intéressant le fait que, tu vois, genre, il ait fallu attendre, genre, les années 2000 pour que quelqu'un s'intéresse. Enfin, je pense qu'il y a déjà des gens qui sont un peu intéressés auparavant à la rationalité supposée des agents économiques, tu vois. mhm, Mais genre, tu vois, encore une fois, c'est vraiment une brique de base de pas mal de raisonnements et de théories économiques. Et en fait, genre, tu te rends compte qu'il y a une brique de base d'une discipline qui régit une grande partie du quotidien des gens et du corpus et du logiciel de pensée de pas mal de nos dirigeants. Et en fait, tu te rends compte que les briques de base qui sous-tendent leur raisonnement n'ont jamais réellement été éprouvées, tu vois. ouais. Euh, Enfin, tu vois, genre, moi, ça me fait trop bader de me dire que, genre, tu sais, moi, j'ai fait des études d'économie. Hmm. Bref, tu vois, je vais pas raconter un rêve, mais j'ai fait genre 5 ans d'économie. Et Enfin, on t'en a 3 parlé ans un peu de. ou pas? Pardon. On t'en a parlé du coup Oui, Ah mais tu ouais, vois, genre, ok, ok. j'ai fait une licence d'économie et gestion et un master en finance, tu vois. Donc, j'ai Hmm, fait 5 ans globalement dans le domaine économique. hmm. Euh, et en gros, genre, tu sais, on me présentait les théories et c'était toujours genre, oui, concurrence pure. Enfin, tu vois, tu as une partie de concurrence pure et parfaite, après, tu introduis de l'imperfection, mais en gros, genre, le moule de base, c'est quand même l'agent est rationnel, il maximise son utilité et tu as une situation de concurrence relativement saine, tu vois. Euh, Mais on t'a parlé de ces histoires du coup de remettre ça en cause. Enfin, il a l'air d'appeler non, non, ça non, l'économie non, non, quand. juste. Ah d'accord, ok. Non, non, ouais, mais du coup, bon, moi, c'était il y a 10 ans, tu vois, parce que Ouais, je me ouais. fais vieux. Mais tu vois, c'était pas non plus si ancien. Hmm. Et du coup, et tu vois, t'étais dans une université, donc tu vois, genre, qui était considérée comme bonne. Enfin bref, en gros, genre, Ouais, c'est marrant. le, genre, il était enseigné dans une institution qui était considérée à la pointe du sujet. Il était enseigné en licence et en master à des adultes consentants. Il était enseigné l'état de l'art de la discipline, soi-disant. Et Ouais. l'état de l'art de la discipline, c'était genre, on est des agents rationnels, etc. Et genre, c'est que une fois adulte que j'ai découvert, genre sur YouTube, qu'en fait, c'était pas vrai, tu vois. Et genre, non, mais tu vois, genre, bon, après, peut-être que mon exemple est caricatural et peut-être qu'il y avait d'autres endroits où c'était enseigné de Ouais. meilleure manière, tu vois. Mais genre, c'était, franchement, enfin, une fois que je suis devenu adulte et que j'ai arrêté d'être dilettante et de faire de la merde, tu vois, et de m'intéresser réellement à ce qu'on me racontait,
Genre, je suis là, mais en fait, c'est juste on te raconte n'importe quoi, tu vois. Genre, enfin, Mm. tu vois, et en fait, c'était ça, c'était l'état de l'art de l'époque, tu vois. Genre, et Ouais, du coup, je me dis, genre, les hommes politiques, on leur dit ça, quoi. Enfin, à ouais. l'époque, tu vois. Bah, non, mais j'avoue, c'est hyper intéressant. Par contre, j'avoue que moi, j'ai du mal à prendre. Euh, comment dire? J'ai du mal à voir le fait de savoir ça, à quel point ça révolutionne la discipline. Tu vois, ça, c'est un truc que j'arrive pas à sentir, en fait. Oui, Et est-ce que si bah, tu le sais pas, t'arrives quand même à 99% à faire ton taf? Ou est-ce que, genre, ça remet tout en cause? J'ai aucune notion de où je mettrais le curseur, quoi. bah, ouais, bah, après, on va pas rentrer dans le truc, mais ça remet pas mal de trucs en cause, Ok, évidemment. d'accord. Genre, ça remet pas. Enfin, tu vois, le truc, c'est qu'après, je te dis, encore une fois, tu construis des modèles et tu Oui, construis oui. des hypothèses sur la base de ça. Et encore une fois, une des hypothèses de base. Du coup, tout ce que tu fais en aval, c'est remis en cause par si tu changes ce truc-là, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Et après, le truc, c'est que c'est très dur à changer et c'est très dur à internaliser dans des calculs, tu Hmm. vois. Genre, la Ouais, ça prise en avait l'air compte prise de de. tête, ouais, ça avait l'air prise de tête. Ouais, non, Ouais. mais tu vois, genre, la prise en compte de l'irrationalité des agents ou des déficits de machin, en Ouais, fait, c'est extrêmement dur à intégrer dans des modèles, tu vois. ouais, Mais ça remet en cause plein de choses, tu ouais. Bah après, pour info, c'est intéressant, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que lui, il donne des courbes dans le livre où en gros, il dit, tu sais, ah, si t'as 1 million d'euros, du coup, gagner 2 millions d'euros, tu vas être content. Par contre, si t'as 9 millions d'euros, gagner 10, tu vas être moins content. Et donc, tu sais, il dessine des courbes un peu de content, entre guillemets. Il fait ça dans le positif, mais il fait ça dans le négatif aussi, perdre 1 million d'euros, perdre 2, vois. perdre 10, tu vois. Et donc, tu sens que ces courbes, tu peux les rentrer dans des modèles aussi, tu vois. Donc, Ouais. ça, je trouve ça intéressant. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais... Donc ouais, donc coloscopie. Tu te souviens de en quoi ça consistait, de te mettre Non, un tuyau dans le enfin, cul? je Non, sais ce que... J'ai oublié l'expérience. donc en gros, bah, tu mets un tuyau dans le cul d'une personne A et tu lui demandes à intervalles réguliers si ça fait mal sur une échelle de 0 à 10. Et donc lui, il met des notes, est-ce que ça fait mal? Donc il va te dire aïe, ouille, ok, là ça va, là putain ça rase, voilà. Et tu vas lui retirer le tuyau au bout de 8 minutes. Et ensuite, tu mets le tuyau dans le cul d'une personne B. Et tu fais pareil. Et tout est pareil, sauf que après les 8 minutes, tu lui laisses le tuyau dans le cul encore 12 minutes supplémentaires. Et là, pendant les 12 minutes supplémentaires, ça fait toujours un peu mal, mais ça va, tu vois. Genre, Ouais. il met des graphiques dans le livre, c'est assez rigolo. Ou genre, les 12 minutes, ça va. Voilà. Et donc, avec toutes les données amassées, c'est assez facile d'estimer la somme totale du malheur des personnes. Parce qu'en fait, juste, tu sommes les notes, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, quand il a mis, au début, il a Ouais. mis 2, 3, enfin, tu fais l'intégrale, tu fais l'air sous la courbe. Et évidemment, la personne B qui est restée 20 minutes avec le tuyau dans le cul, bah, elle a subi sensiblement plus de malheur que la personne A qui avait juste 8 minutes de tuyau dans le huc. Et, euh, et évidemment, quand tu demandes aux gens d'évaluer la somme totale de douleurs qu'ils ont subies, tu leur dis, bah, du coup, suite à cette expérience, combien de douleurs totales vous avez subies? Et ben, c'est les personnes qui ont eu le tuyau 20 minutes qui disent avoir eu le moins mal. Et ça, c'est quand même assez un truc de ouf parce que en fait ça s'explique selon lui par ce qu'il appelle la peak end rule. Donc en gros, on se souvient que du pire moment et de la fin de l'expérience. Et le reste, ça passe à la trappe. Et il y a aussi une sorte de négligence de la durée. Hmm. Et tu vois, et ça, ça illustre très bien en fait les deux concepts du moi dont il parle dans le livre, qui est bah, du coup le moi ressenti. Donc c'est le mec qui a le tuyau dans le cul et qui est païen, bah, et qui a mal et machin. Et d'autre part, le moi souvenir, qui est juste bah, le mec après l'expérience qui se souvient de l'expérience et à quel point cette expérience était désagréable, quoi. Tu vois ou pas Ah, c'est marrant, ouais, ouais. Non, mais c'est hyper intéressant. Donc en fait, genre, on a tendance à se souvenir Enfin, on se souvient beaucoup plus des derniers moments d'une expérience. et du pire, Et ouais. ces derniers moments vont forger notre opinion sur l'expérience globale. Enfin, Bah, lui, il dit vont altérer. c'est le dernier moment et le pire moment. Ouais, et le pire Ouais, moment. c'est Ah, ça. c'est marrant. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, je peux aussi illustrer ça en disant, tu sais que quand tu fais des vacances dans une station balnéaire, en gros, c'est le moi ressenti que tu vas gâter, parce que tu vas kiffer pendant les vacances, tu vas être trop bien et tout. Alors que quand tu fais du tourisme, c'est le moi souvenir que tu vas gâter. Tu vois, même si t'as mal aux pieds pendant tout le séjour à force de marcher et que, je sais pas, il fait Ouais. chaud et machin, il y a du monde et tout, bah, au final, le souvenir que tu vas en avoir d'avoir vu des trucs cool, c'est ça le gain, en fait, de ce genre de vacances. Voilà. Donc ça, c'est une autre manière d'illustrer le moi ressenti et le moi souvenir.
Et il y a un autre truc, c'est, tu sais, on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur au-dessus de 75 000 dollars par an. Je pense que tu as déjà entendu ce truc-là. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, c'est vrai que pour le mois ressenti. Mais par contre, le mois souvenir, lui, il est tout le temps giga content, quoi. La satisfaction, elle augmente à l'infini, en fait, avec la quantité d'argent. Donc ça, non, mais on oublie de le dire, tu vois, c'est marrant. On le dit pas, le mois souvenir, en fait, Ouais, il kiffe. il kiffe le bif, tu vois. Genre, quoi qu'il arrive, si t'as au-dessus, si t'as 200 000, 1 million, c'est Jeff Bezos. Et Il est lui, con. tu lui... Ah, mais ça, c'est intéressant, j'avoue. Bah Genre, ouais, c'est une explication un peu audio truc, quoi. bah ouais. C'est quand tu demandes aux gens de réfléchir sur leur vie, du coup, est-ce que leur vie est bien ou pas, bah, plus ils ont du bif, plus ils sont contents. Ouais. Et donc ça, c'est une autre illustration de pourquoi c'est intéressant de distinguer les 2 mois. Oui, en fait, Euh, en gros, concrètement, genre, c'est de dire que ça change rien à ta vie quotidienne d'avoir au-delà d'un certain seuil d'argent. Enfin, ça change plus grand-chose. ouais, Par contre, ça change ta perception de toi-même et ton ego, quoi, en gros, concrètement. ouais, je pense qu'il y a de ça, ouais, ouais, Ouais. ouais. Et, mais en fait, le truc, c'est que cette découverte des 2 mois, en fait, ça complexifie tout, en fait. Vous allez voir, il n'y a pas vraiment de conclusion parce que juste ça fout la merde, on comprend plus rien. Euh, Parce que tu peux te dire, en fait, que le mois souvenir, ça va aussi influencer le mois ressenti. Parce que, tu sais, à chaque fois que tu te souviens de ta vie et que tu trouves que ta vie, elle est stylée, bah, du coup, tu es content, tu Ouais. vois. Ouais. Donc, au moment où tu te souviens, bah, du coup, c'est le mois ressenti qui est content. Et donc, en fait, à chaque fois que tu penses à ta vie, tu seras heureux parce que, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Du coup, tu peux te faire des shots Bah, faut de penser mois à. présents avec ton Voilà, mois souvenir, quoi. c'est ça, c'est ça. Si t'as un bon mois souvenir, tu peux essayer de penser souvent à ta vie et du coup, tu seras heureux, ouais. Et tu te Et fais kiffer. c'est ça. Euh, mais il dit attention parce que, tu sais, il appelle ça l'effet nouvelle voiture. Les gens, ils pensent que si tu t'achètes une nouvelle voiture, ça va te rendre heureux. Alors qu'au final, quand tu as une nouvelle voiture, tu es heureux que quand tu penses à ta voiture. Et en fait, tu penses pas souvent. Parce que, je sais pas, quand tu es dans ta voiture, tu penses à autre chose. Et en fait, globalement, tu penses pas à ta voiture. Enfin, voilà. Et donc ça, il décrit ça comme un piège. Alors que si tu t'inscris à un club de poker où une fois par semaine, pendant 1 heure, tu joues avec tes potes et tu bois de la bière, bah voilà, tu seras vraiment beaucoup plus heureux que si tu t'étais acheté une nouvelle voiture. Et donc attention à ça parce que tu peux te dire aussi que finalement, tu réfléchis pas souvent aussi à ta vie, tu vois. Ouais. Par rapport au truc qu'on disait avant, tu passes pas ta journée à te dire est-ce que je suis heureux, machin. Oui. Et donc ça marche, mais ça marche pas aussi, tu vois. Ouais, donc en gros, genre, le mois présent, il est quand même plus important que le mois souvenir, quoi. Bah lui, Vu que le c'est mois présent, il a une occurrence beaucoup plus fréquente que le mois souvenir, quoi. bah, c'est ce que Daniel Kahneman il dit. Daniel Kahneman il est full pour le mois présent, mais juste il dit que bah, les gens ont pas envie de faire ça, donc ont pas envie de privilégier le mois présent en Ouais. général. Donc à la fin, il dit qui suis-je pour dire que juste c'est le mois présent, qu'il faut juste les gens ils ont pas envie de l'écouter quoi. Enfin, tu vois, ils ont Ah ouais, envie. putain, Daniel Kabal, là, il s'avance, là, il dit c'est mois présent et c'est tout. Bah non mais non, mais c'est ça, c'est-à-dire que lui il pensait que c'était ça, mais après il met de l'eau dans son vin et il dit mais en fait juste j'ai arrêté de dire ça parce que Oui, ah bah, juste après, les il gens ils assume, s'en branlent, tu vois, donc après, ouais, je vais, après, je il vais pas assume leur plus dire parce qu'il voilà, veut pas porter ses couilles, tu vois. Mais en voilà. gros, ok. Mais voilà. Euh, et, euh, et d'ailleurs, cet effet d'évaluation du mois souvenir, hein, de est-ce que, tu vois, quand on te demande est-ce que ta vie elle est cool ou pas, et en fait, ce qui rend l'exercice super difficile aussi, c'est l'effet de substitution qu'on avait vu tout à l'heure, là, où en gros, tu substitues une question difficile par une question facile. C'est que, imagine, tu es heureux en ce moment, genre, je sais pas, tu manges un burger, bah, tu vas dire, ouais, ma vie, elle est trop cool. Et imagine, je sais pas, tu es en train de t'épiler les couilles, tu vas dire, bah non, ma vie c'est trop de la merde, je suis vénère et tout. Et donc même la réponse à cette question-là, tu vois, genre là je suis à la surcouche numéro 5 de complexité, genre même la réponse à cette question-là, elle est relou à obtenir en fait. On avait donné l'exemple des rendez-vous galants aussi, où plus t'as de rendez-vous galants, plus t'es content de ta vie. Bah ouais, ça marche pas très bien quoi. Voilà. Et donc ouais, c'est marrant parce que tu vois, c'est connu pour pas vraiment avoir de conclusion. C'est-à-dire que lui, c'est ça, il se disait: «Bah, c'est le moi ressenti qui fait foi, et c'est un biais cognitif» et juste, les gens non, ils s'en branlent, ils font des gosses, même si les gosses, ça les fait chier au jour le jour, ils font, je sais pas, ils font des week-ends à Rome, tu vois? Même si ça leur fait mal aux pieds, juste, voilà et c'est marrant parce que du coup, il y a pas de réponse claire, mais c'est, heu, c'est le moi ressenti et le moi et C'est le moi Daniel. souvenir. Et, Ouais. euh, et je crois que si je me rappelle, genre, dans le bouquin, il a une espèce d'acolyte.
Non, ils l'ont écrit à deux, le bouquin, non? Ouais, il y a un mec qui s'appelle Amos, ouais, aussi, ouais, Ouais. qui est son acolyte, quoi. Du coup, il faisait les expériences à deux en général, ouais. Ouais, je crois que le Amos, il est décédé, Oui, et il est genre. décédé, ouais. Ouais, bon, bref, enfin, c'est anecdotique, on s'en fout, mais je sais pas pourquoi c'est un souvenir marquant que j'ai. Genre, enfin, je me rappelle qu'il décrit, en fait, c'est un peu genre son, euh, son, euh, Ouais, son âme sœur intellectuelle, tu vois. Genre, c'est son BFF, ouais. ouais, en Ils gros, c'est sont un mec toujours à qui deux kiffe sur les trucs. trop, et même, genre, il kiffe trop discuter avec lui, il s'admire, il admire son intelligence, etc. Bref. Ouais, c'est ça. Et en gros, genre, c'est marrant parce qu'il décrit la relation avec ce mec-là dans ce bouquin, parce que ce mec-là est décédé. Mm. Et genre, je trouvais que c'était assez stylé comme truc. Bon, c'est un peu le moment cheesy du truc. Ouais. Mais genre, je trouve qu'il décrit une forme d'amour intellectuel envers quelqu'un. Mm. Et je trouve que c'était assez beau comme relation. Et voilà, donc je kiffais. Je trouvais ça stylé. Bah, il y a ça, et il y a aussi un autre moment, moi, qui m'a fait kiffer, c'est un moment, il collabore avec un mec qui est pas d'accord avec lui. C'est-à-dire que, tu sais, il Ouais, collabore avec un mec qui est plutôt pour dire, bah non, faut faire confiance aux intuitions humaines, machin, machin. Et c'est pareil, c'est assez beau la collaboration qu'ils ont, parce que du coup, tu sais, Daniel Kahneman, c'est pas un gros con, tu sais, il a genre appelé le gars, il a dit, mais viens, du coup, on essaie de faire des expériences pour voir où est-ce qu'on n'est pas d'accord exactement et tout. Et en fait, du coup, ça a l'air d'être une collaboration trop cool. Et à la fin, ils se rendent compte d'un truc assez beau, c'est qu'en fait, ils sont d'accord, mais en même temps, ils sont pas d'accord, dans le sens où, tu sais, juste, ils ont des émotions différentes. C'est-à-dire qu'il y en a un, ça le fait kiffer quand c'est l'algorithme qui se fait battre par l'homme. ouais, Et Daniel Kahneman, ça le fait plutôt sourire quand c'est l'homme qui se brûle les ailes et juste, en gros, il se fait niquer par juste un questionnaire à 2 balles et tout. ouais. Et c'est marrant parce qu'à la fin de la collaboration, finalement, ils sont d'accord sur tout. C'est juste que c'est pas les mêmes trucs qui les font kiffer, quoi. Ah, c'est marrant. Bah, Et, c'est, euh, ouais, je trouvais ça cool pour, ouais, tu vois, comme collaboration aussi. bah, c'est vrai que c'est cool parce que je trouve que enfin, c'est des petits interludes dans le bouquin qui sont assez courts. En fait, l'essentiel du bouquin, c'est quand même Ouais, genre, il déploie sa pensée autour de système 1, système 2, etc. ouais. Mais je trouve qu'il y a des petits interludes en mode genre des relations humaines sur genre la collaboration scientifique. Hmm. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il réussit à rendre ça intéressant et admirable. Genre, en fait, quand tu le lis, t'es là, ah ouais, c'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir une bonne relation avec le Amos là. Ça a l'air d'être stylé. Non, mais tu vois, genre il donne un peu envie, je sais pas, il donne un peu envie, et je trouve ça cool de se dire que Ouais. genre la démarche intellectuelle, c'est pas simplement un truc solitaire où t'es tout seul en train de galérer ta race. Genre tu peux avoir des relations humaines intéressantes là-dedans, quoi. Ouais, mais c'est vrai que ça a l'air d'être un gars cool, ouais. J'ai eu ce ressenti aussi quand j'ai lu le livre. Hmm. Voilà, donc on a vu système 1, système 2, on a présenté quelques biais cognitifs pour les illustrer, on a montré pourquoi les gens avaient autant confiance dans leur jugement, on a fait un petit concours entre les agents économiques rationnels et les vrais humains, et on a parlé du moi ressenti, du moi souvenir. Donc tel que je le vois, en fait, il y a 3 concepts en fait, qui marchent par deux dans le livre, tu vois. Genre, il y a système 1, système 2, icône, humain, et moi ressenti, moi souvenir. Et donc voilà, ça nous fait le livre Système 1, Système 2. Est-ce que t'as kiffé? Est-ce que tu veux qu'on Ouais, rajoute moi quelque je trouve, chose? enfin, c'est vraiment un de mes bouquins préférés. Il Je est bien, recommande hein. à tout le monde de lire. Genre, je trouve que encore une fois, c'est pas une lecture facile. Genre, c'est pas genre c'est divertissant, mais c'est pas, tu poses pas ton cerveau à côté, quoi. Tu dois quand même faire Mm. usage de ton cerveau. Ouais. Mais franchement, je le recommande à tout le monde. Et enfin, je trouve que ça altère, enfin, tu vois, c'est un des bouquins qui altère un peu ta perception des choses, tu vois. Mm. Et genre, je trouve que c'est quand même une performance, quoi. Genre, c'est pas mal. Ouais. C'est- c'est- Ouais, non, c'est cool. Et tu sais, c'est des tout petits chapitres, en fait. Même s'il y a 500 pages, c'est découpé en tout petits chapitres. Et donc, tu sais, tu peux te dire, vas-y, j'en lis un, là j'ai 5 minutes, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est assez cool. Enfin, bref, avant de te Ouais, tu dis. coucher, machin, quand tu te lèves, quand tu vas faire caca, enfin, tu peux Ouais, lire un c'est petit vraiment un chapitre. truc, genre, bon, encore une fois, c'est pas mon champ de compétences, mais genre, moi, si j'étais Mm. ministre de l'Éducation, je le mettrais dans le cursus de, genre, d'école, genre, en terminale, t'es un peu obligé de lire ça, tu vois. Mais il y a trop Et, de, il y a trop de livres qu'on a envie. Il y a Viktorovitch aussi qu'on avait envie de ouais, mettre au non, mais c'est ça, cursus de mais tu vois, genre, c'est. Non, mais au lieu de lire Salambo ou je sais pas quoi, oui, peut-être. Ah, j'ai mal vécu Salambo Il a pas kiffé ça, de alors. Flaubert. Non, mais tu vois, tu te dis, genre, ouais, ça permet. En fait, ça te rend moins con, quoi. Et si tu te dis, tu Non, bah, rends une j'avoue. génération moins con, bah, c'est pas mal, tu vois. C'est cool, c'est cool. Ils arrêteront de voter pour Zemmour, tu vois. Ah, vas-y, là, il met une petite couche. Non, mais ouais, peut-être. Euh, du coup, bah, je sais pas, on s'arrête là ou tu voulais rajouter un truc? Non, bah, c'est cool, on s'arrête là. Yes, bah vas-y, on s'arrête là. Et moi, je voulais passer une annonce parce que tu sais, en fait, il y a pas mal de gens qui regardent en version audio.
Et je crois qu'on doit être à 830 abonnés, un truc comme ça. Et je kifferais qu'on passe la barre des 1000 parce que si on passe la barre des 1000, en fait, on peut faire des petits extraits avec nos vidéos. Il y a une nouvelle feature YouTube, je sais pas si t'as vu. Et moi, je kifferais faire des petits extraits de vidéos, des meilleurs passages et tout. Donc, je sais pas s'il y a quelques pélos là qui écoutent juste en audio, là, parce qu'évidemment, on vous voit, on a les stats. Si vous pouviez juste vous ramener sur YouTube et nous faire passer la barre des 1000 pour qu'on puisse faire des petits extraits, ça serait vraiment, vraiment kiffant, quoi. Et Voilà. envoyer des news. Et envoyer des news, évidemment. Allez, ciao.